pour moi, l'idée, c'est la dick pic de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que personne n'en veut, ça sert pas à grand chose et dans le rapport final, de toute façon, on est déçu. Hello Lilian, très ravi de te rencontrer aujourd'hui et de te recevoir dans notre podcast Papa Maman, j'ai tout explosé. Est-ce que tu peux rapidement te présenter? Tu es le fondateur de Life. Salut Victor et merci de m'inviter dans le podcast Papa Maman, j'ai tout explosé. Effectivement, je suis, fondateur de Life, qui est ma deuxième entreprise et Life, comme son nom l'indique, c'est une boîte, dont l'intérêt, et l'activité principale, c'est le funéraire, puisqu'on est la première plateforme de mise en relation pour l'organisation d'obsèques. OK. Avant d'aller plus loin sur le sujet de Life, est-ce que tu peux nous rappeler ton parcours entrepreneurial? Il me semble que tu as eu d'autres projets avant Life. Ouais, tout à fait. Alors d'autres projets, surtout un en fait, en réalité, puisque, durant mes études, en fait, j'ai fait un parcours ingénieur à Centrale Supélec qui s'est très bien passé, par ailleurs. Mais, durant une année de césure, avant ma troisième année, en fait, j'ai monté une boîte qui s'appelle Immersive Therapy, qui existe toujours, qui tourne toujours et OK, qui a pour but, commercialiser, enfin de développer et commercialiser des outils de soins, pour les patients, mais des outils de soins un peu particuliers puisqu'il s'agit uniquement d'outils de soins accessibles sur téléphone. Donc l'objectif pour nous, c'était de créer ce qu'on appelle la santé digitale aujourd'hui et d'avoir d'accord. vraiment une logique de médicament numérique. Immersive Therapy, ça en a développé, un système qui s'appelle Diapason, qui est dédié aux gens qui souffrent d'acouphènes chroniques. Vous savez, quand on a des sifflements, Ouais, persistants, c'est très peu agréable. Ça touche, plus d'1,5 million de personnes en France, donc ce qui est énorme, en fait, parce que la plupart des gens n'en ah parlent pas, ouais, en fait. autant que La ça. plupart des gens qui ont des acouphènes chroniques n'en parlent pas et comme techniquement on n'entend pas moins bien, c'est juste qu'on est perturbé, ça compte pas comme handicap, au grand détriment des gens qui souffrent de ça puisque la maladie est super invisibilisée. Bref et en tout cas, moi ma première aventure entrepreneuriale, ça a été de me dire, moi ingénieur, informaticien, je code et cetera. Mes premières lectures, ça a été, du papier de recherche en fait, des papiers de OK. recherche médicaux et donc c'est vrai que, bah, on verra, il y aura peut-être un sujet, avec Life ensuite, mais ça me gêne pas, ça me choque pas et voire même ça me fait plaisir d'aller sur un domaine que je comprends pas du tout, que je connais pas du tout et de me dire: «Tiens, est-ce qu'éventuellement on pourrait pas être un peu créatif, un peu inventif, faire quelque chose un petit peu mieux?» C'est ce qu'on a fait avec Diapason et tu vois aujourd'hui Diapason ça tourne tout seul. Enfin, je suis plus impliqué directement dans, les activités de Diapason, mais ça continue de tourner et on traite 2 000 patients par an. OK, donc c'est un projet que tu n'as pas revendu, tu es encore, associé dedans, tu n'es juste pas CEO? Ouais, voilà, c'est ça, exactement et non, j'ai pas revendu. En fait, quand tu fais du médical, de manière générale, il y a toujours un peu une crainte et je pense que je l'aurai plus ou moins toujours avec Immersive Therapy, c'est que les données aillent entre de mauvaises mains. Alors sans doute qu'il y a Ouais, des gens très vertueux là dehors, mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, on est très satisfaits. Quand je dis nous, c'est, moi et les autres associés avec qui j'avais monté, qui sont mes anciens professeurs en fait de Centrale Supélec. On est très OK, satisfaits avec la manière dont ça fonctionne, on continue d'aider des gens, continue à avancer et on se pose pas vraiment la question du capital. OK, très intéressant. Et donc après, Immersive Therapy, tu as eu l'idée de Requiem Code dans un premier temps, qu'on a dû, tous découvrir le 12 janvier, sur Qui veut être mon associé. Est-ce que tu peux revenir sur, comment tu as eu l'idée et quelles ont été les premières étapes du développement du projet? Ouais, carrément. En fait, la genèse effectivement vraiment c'est Requiem Code et Requiem Code ça arrive à un moment alors juste pour donner le contexte justement par rapport à Immersive Therapy, je sens sur Immersive Therapy qu'en termes de croissance pure, ce qui est un peu notre adrénaline à nous autres, les entrepreneurs, c'est quand ça bouge, quand ça monte et cetera. Je Carrément. sens qu'on est peut-être arrivé à une forme de plateau, pas de plafond, je pense de plateau. C'est-à-dire que, bah, voilà, ça se passe bien, mais plus le temps passe, je me dis: «Tiens, j'ai moins d'impact qu'avant, je suis plus tant que ça dans une logique de création de nouvelles valeurs qui sort complètement de terre, des choses nouvelles et cetera». Je découvre sans doute aussi à ce moment-là mon profil d'entrepreneur. C'est pas le cas de tout le monde, mais sans doute quelqu'un qui peut, fonctionner, très bien pour accompagner la croissance d'une boîte pendant, 4-5 ans et puis après, bah, soit il y a des nouveaux challenges et on a envie de continuer, soit on se dit: «Bon, bah, voilà, on a un peu réussi sa mission» et il y a un peu ce moment de flottement en se disant: «Bon, bah, j'ai un peu réussi ma mission, je fais quoi maintenant?» On passe à et autre chose. Ouais. voilà et c'est ça et donc c'est dans ce contexte-là, qu'il m'arrive un truc qui a rien à voir avec l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'en fait, je perds mon grand-père. Mon grand-père, je tenais beaucoup à lui, et j'ai un seul regret, c'est qu'au final, je l'ai pas tant vu que ça de mon vivant. Enfin, pour plein de raisons familiales aussi, moi j'ai bougé très vite, j'étais à Rennes, alors toute ma famille dans le centre. Hem Et du coup, bah, finalement, je vais être franc avec toi, je pense qu'au moment où je l'enterre, je l'ai pas serré la paluche, j'ai fait peut-être un an, quoi.
Ah oui, Et OK. donc déjà ça me saoule. Ça me saoule carrément humainement. Je dis: «Bah, voilà, ça c'est un peu une occasion manquée». Alors je pense pas avoir foiré mes relations avec lui du tout et j'espère qu'il était content des relations qu'on avait quand même si elles étaient, light. Hem, mais voilà et donc du coup, en fait, l'enterrement se passe, je suis présent donc avec ma famille, dans le centre et cetera. Enterrement très joli d'ailleurs au passage, qui enfin, le fait que l'enterrement soit très joli, me plaise, sera important pour plus tard, mais en tout cas, au moment de Requiem Code, je me dis juste: «L'enterrement est très sympa, ça se passe bien» et on arrive dans le cimetière. On arrive dans le cimetière et là, je me dis: «Waouh, super!» C'est pas qu'en fait, personnellement, je suis athée, si tu veux. J'ai beaucoup de respect pour tous les gens qui ont des croyances, mais je suis athée, donc moi, ça m'inspire pas plus que ça de voir des croix, si tu veux. Je me dis: «Putain, c'est des Mmh. boîtes, quoi». C'est des Tout à boîtes et fait, ouais. je vois rien, en fait. Je vois rien de la personnalité, notamment quand le cercueil descend en terre, je me dis: «Bon, bah, Tu as il» l'impression que c'est déshumanisé, si pour toi ouais, ça ne ouais, symbolise rien, ouais, c'est dépersonnalisé. Il y a pas en fait, il y a pas «Qui était mon grand-père», tu vois? Alors tu as des trucs, tu as des bouquets de fleurs, je ouais. vois sur d'autres tombes des fois des trucs genre: «Ah, il aimait le foot», alors tu as un truc de foot, mais je trouve ça très pauvre en fait, par rapport à la richesse de la vie des gens et je suis pas en train de nier qu'ils sont partis, évidemment, ils sont décédés, on le sait, hein, on est dans un cimetière. Le doute n'est pas Mmh. permis. Par contre, on peut peut-être faire mieux et donc me vient l'idée effectivement de Requiem Code et Requiem Code, l'idée est assez simple en fait, c'est de se dire: «On va prendre la technologie du QR code avant le pass vaccinal et le pass sanitaire, qui a remis la techno au goût du jour, mais ça existe, ça fait 20 ans que ça existe. On Ouais, va mais prendre des c'était QR codes très peu ouais. utilisé en réalité. Ouais, c'est vrai que c'est très peu utilisé, moi petite parenthèse, je me souviens que, quand j'étais gosse, j'avais vu ces QR codes, je fais: «Ah, c'est génial et tout». Quand je dis quand j'étais gosse, c'est année avant 2010 quoi. Ouais. J'avais vu ces QR codes, enfin: «Ah, c'est génial et tout» et puis en fait, ouais, très, très, très peu utilisé jusqu'à ce qu'ils reviennent sur le devant de la scène, peut-être pas de la meilleure des manières, mais bon. En tout cas, je me dis: «Bon, on va utiliser cette techno-là et on va faire un truc, c'est que moi, je suis en train de dire que le cimetière devrait être un lieu dépositaire du souvenir» et du coup, dans ma tête, je me dis: «Un QR code, on flash, on va sur un site web, bof» et j'apprendrai en plus tard que ça a déjà été fait, que ça n'a jamais marché et je me dis: «Non, il faut que le souvenir, il soit là», tu vois? Moi, je suis en train de dire que le cimetière est pauvre, c'est pas pour rendre des sites riches et un cimetière pauvre avec des QR codes Il faut et un donc du élément coup, me vient l'idée de physique dans le ouais. cimetière, c'est ça que tu veux dire? OK. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut un truc physique dans le cimetière et du coup, c'est pour ça qu'on arrive, avec ma compagne qui est cofondatrice, de la société qu'elle allait devenir Requiem Code en tout cas et qu'elle allait ensuite devenir Life. On se dit: «En fait, il faut qu'on parte sur la réalité augmentée». Heu, C'est-à-dire il faut que le souvenir soit là face à nous, à travers un écran et à travers une techno de réalité augmentée certes, mais il faut que le souvenir soit là face à nous et donc c'est ça en fait Requiem Code et l'idée qui naît, c'est vraiment de se dire: «Je scanne un code, je recule un petit peu et en fait j'ai une vidéo, des photos, ou en tout cas ce qui a été choisi par la famille ou par la personne de son vivant qui s'affiche au-dessus de la tombe» et dans ma tête vraiment je me dis: «Bah, ouais, faut que les gens ils mettent des vidéos qu'ils ont envie, tu vois? Eux-mêmes quoi, qu'ils laissent des petits Ouais, bien messages, sûr. en fait, à travers, Requiem Code, je pense qu'il y a quelques films qui m'ont marqué, qui me mettent un peu cette image en tête et notamment, hem, je sais plus, je crois que c'est dans iRobot. Je sais pas si ça te parle. Dans iRobot, en fait, il y a un hologramme d'un professeur, je me souviens plus très bien du plot. Il y a un professeur qui meurt au début et en fait, il laisse un message, holographique, mais qui est un message vocal, quoi Ouais. et en fait, le personnage de Will Smith, oula, peut-être pas que je parle de Will Smith. Non, voilà, le personnage de Will Smith, en fait, va poser des questions et puis ça va faire un peu comme Sherlock avec Watson, en fait. L'hologramme répond toujours la même chose, mais à des questions Ouais. différentes et je me dis qu'en fait, un témoignage n'est pas forcément figé, en fait. Il existe dans la relation qu'on a à lui et c'est vrai que j'ai un petit peu cette image-là en tête quand je développe Requiem Code. OK. Donc tu t'attaques à un marché, qui pour beaucoup, n'est pas du tout sexy. C'est pas quelque chose qui te fait peur sur le moment? Alors, beh, justement, puisqu'on est en train un petit peu de faire l'historique, au moment où je commence à travailler sur Requiem Code, je m'attaque pas à un marché, je m'attaque à rien du tout. Je suis un OK. gars, entrepreneur par ailleurs dans la santé. J'ai ma Ouais, boîte et c'est un side project. OK. Donc C'est une je quête me personnelle. ouais, c'est un peu une quête personnelle. Je me dis que je peux le faire, hein. Je suis un gars, j'aime beaucoup prototyper, de base. Donc c'est vrai que le prototypage, c'est un truc qui me plaît. Donc de base, voilà, très rapidement, on arrive à du prototype. Au contraire, il faut que je m'entoure bien pour réussir à faire un truc fini, mais les prototypes, ça me connaît. Donc voilà, je OK. prototype, ça marche, je le montre à des gens, je le montre à ma famille, ils sont emballés. J'ai la chance d'avoir une famille qui me soutient dans tous mes projets entrepreneuriaux, même sans doute trop, du coup, même quand je fais de la merde, ils me soutiennent quand même. Donc faut faire gaffe à ça. Mais, mais voilà, donc ça marche comme ça et puis, je me dis qu'il y a un truc à faire, mais, à ce moment-là, je pense que j'ai quand même ma boîte
immersive thérapie dont je dois m'occuper et du coup, ça occupe peut-être 5 à 10 de mon temps, ce qui est assez énorme d'ailleurs, quand tu y réfléchis pour un side project mais guère plus et ensuite ça va prendre finalement plusieurs mois, en fait, pour que le sujet soit de plus en plus intéressant, que je me dise: «Tiens, je vais commencer à prendre ma voiture, je vais me balader, je vais aller voir des pompes funèbres» et sur Requiem Code, je me suis pas dit: «J'arrive dans le monde du funéraire», tu vois? Ça s'est fait Mmh. très doucement. Contrairement à Life, on en parlera après, quand je fais le pivot où là, vraiment, il y avait un sentiment beaucoup plus direct. C'est parce que moi, je pensais aux familles avant tout. Je pensais aux familles et je me disais: «Bah, voilà, c'est les familles qui vont venir le chercher. Je vais pas interagir avec des pompes funèbres» et cetera et Ouais, c'est un truc étant que j'ai donné que découvert un peu sur le c'était tard. OK, étant donné que c'était un side, le but premier n'était pas de commercialiser ou en tout cas pas d'en faire ton activité principale, étant donné que tu avais ta boîte déjà sur le côté? J'ai évidemment des réflexes d'entrepreneur, c'est-à-dire je me dis: «Bah, tiens, si on les produit à tel prix, Bien il faut sûr. quand même que je les vende à tel prix pour que ce soit rentable». Je sais ce que c'est qu'un funnel de conversion et tout, mais malgré tout, c'était pas l'objectif, en fait. C'était pas l'objectif et je raisonnais pas encore forcément comme ça et du coup, voilà, la plongée a été douce et en fait, il y OK. a un truc par contre que j'ai fait, c'est que j'ai quand même utilisé, comme je te dis, les mêmes outils que j'utilise au quotidien, et que j'utilisais notamment sur Immersive Therapy. C'est, un truc que je maîtrise bien, c'est la presse. Je vois beaucoup d'ailleurs, de gens dans les startups qui rechignent. Ils disent: «Ah oui, mais la presse, c'est le vieux monde et tout. On fait que des articles de blog et des blogs et des posts sur les réseaux sociaux». Moi, mes plus belles réussites avec, Immersive Therapy, ça a été la presse. Ça a été les d'avoir un attaché de presse et cetera. On a fait des salons, on est passé sur M6 et tout, ça nous a propulsé extrêmement vite et donc du coup, je me dis: «Bah tiens, ce petit projet, fut-il un side project, presque, je vais être franc avec toi, presque par fierté, j'ai envie qu'on en parle, tu vois? J'ai envie que ça se voit, je le proto, j'ai envie que ça se sache, et donc du coup, j'ai fait un petit peu de relations presse et en fait, tu sais, souvent quand tu prends un peu de recul sur la vie d'un entrepreneur, tu trouves des petits moments de bascule comme ça et Ouais, en fait, tout à bah, fait. ça, c'est un moment de bascule parce que puisqu'on se dirige gentiment vers le fait de, vers M6 et le reste, en fait, je passe pas sur M6 s'il y a pas un article qui est lu par la la chargée, de prod qui cherche des projets pour qui va être mon associé, en fait. C'est ça le truc. Donc au OK. moment où je décide où je décide que le journal local, il va parler de nous et où je force un petit peu pour que ça arrive, ce que je sais pas, c'est que je plante les bases d'un truc qui va être immense derrière et ça nous met toujours en rapport ce rapport, tu sais, l'entrepreneur face au hasard, la chance, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il faut la provoquer et tout. En tout cas, moi, c'est ça le moment de bascule, rétrospectivement. Pour le coup, la chance, tu l'as un petit peu provoquée. D'ailleurs, je pense que c'est un conseil qu'on peut donner aux personnes qui nous écoutent. Peut-être ne pas négliger, la presse. C'est vrai que c'est pas le premier réflexe. On a tendance à partir, sur, des moyens de communication un peu plus modernes, ou du paid, directement et négliger un petit peu la RP. Mais on voit de très belles boîtes, qui, naissent grâce à la RP et une visibilité énorme. Je pense notamment à une marque qui a rien à voir, mais, je sais pas si tu connais la marque Zeta sur, ce sont des chaussures, Ouais, ouais, éco-responsables à base de raisin, de cuir de raisin. Ça a été propulsé, par de la presse, par Sud-Ouest, qui a ceci fait dit exploser ensuite, du crud, ouais, donc je enfin, je pense veux qu'il dire faut pas le négliger. que des chaussures, fabriquées à base de raisin et un rapport avec la presse, je trouve ça hyper cohérent. Ouais, Presse, OK. vin, tout ça. Ah. Excuse-moi, ouais, tu découvriras que je souffre d'un excès, pathologique de jeux de mots C'est très bien pour le podcast, j'adore, c'est parfait, c'est parfait. en tout cas, effectivement, enfin, juste pour, voilà, alors je pense que je struggle régulièrement avec, ma légitimité à dire: «Faut faire ci, faut faire ça» et cetera. Parce que tu sais, entrepreneur, toujours plus ou moins le syndrome de l'imposteur et tout, qui se balade à droite à Bien gauche. sûr. Mais il y a un truc dont je suis sûr, c'est que la presse est sous-cotée et en plus, ce qui est bien, c'est Ouais, comme c'est sous-coté, c'est facile d'y aller. Et j'ai littéralement tous les gens à qui j'ai dit: «Écoutez, allez sur LinkedIn, choper le» même sur du local, tu vois? J'ai une amie qui fait de la garde d'animaux dans une petite ouais, ville du centre, Sully-sur-Loire. Je lui ai dit: «Mais c'est pas parce que tu fais de la garde d'animaux», tu vois? On a discuté un petit peu, et à son échelle, avec son truc, c'est pas scalable, machin et cetera, mais ce qu'elle fait, je trouve, c'est génial. Elle l'a monté d'elle-même et je lui dis: «Mais vas-y, décroche, appelle le journal local et tout». Elle s'est tapée des 1res pages. Et c'est d'après des premières pages parce qu'en fait, le journaliste, qu'est-ce qu'il veut? Il veut des histoires et nous, bien nos sûr, entrepreneurs, on 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 en a. carbure un peu à ça, on en a. Bien sûr, bien sûr. Et pour revenir donc sur cette partie presse, donc ça vient, tu as un article dans le journal local, M6 vient te chercher. Tu es dans quel état d'esprit? Pour toi, c'est, un non catégorique au début? Tu as une phase de réflexion où tu te dis: «Peut-être que c'est le moment d'aller chercher un peu de fonds pour développer»? En fait, j'aimerais te dire ça. J'aimerais te dire: «Ah là là, il est temps de développer le projet avec des fonds et c'est une opportunité en or». La réalité, c'est que quand ça arrive, je suis toujours dans cette phase un peu entre 2 et tout et j'ai pas,
hem, en fait, je commence plus le temps passe, plus je passe de temps, tu vois? Tu me demandais: «Est-ce que tu arrives sur le funéraire?» et cetera. Ça fait quand même son chemin, mais je commence déjà à raisonner plus loin que Requiem Code, tu vois? Je me dis: «Quand même». Je vois comment c'est fait, tu vois? À force de discuter avec des familles, d'essayer de vendre le produit, de discuter avec du coup avec des pompes funèbres, parce que j'ai compris que ça se vendait beaucoup à travers eux. Je dis: «Quand même, le secteur a l'air un peu, gentiment, mais enfin, en retard quoi. Le Mmh. l'UX, les parcours clients, ça se passe pas bien». Enfin, je veux dire, il y a des trucs, des fois, je vois des contextes, je me dis: «Putain, les gens qui ont perdu quelqu'un, ils arrivent là-dedans, ils doivent se sentir pas beaucoup mieux». Ouais, c'est Chose que sûr. j'ai confirmée d'ailleurs avec, et du coup, je commence à me dire: «Il y a moyen de faire plus». En fait, il y a moyen, de venir, injecter de la technologie et de la nouveauté dans ce secteur, pas for the sake of it, tu vois? Pas juste pour le plaisir d'avoir mis de la techno, mais parce qu'il y a un manque cruel du X, en fait, au sens large, hein, même l'interaction humaine. Pour moi, c'est l'expérience utilisateur. Et en plus, plus le temps passe, plus ça me travaille parce que moi j'ai un rapport particulier avec la mortalité. Et donc c'est-à-dire que je vois ça un petit peu aussi comme un acte de foi, de dire: «Bah, tiens, je vais aller mettre le bras un petit peu». Donc je commence à m'engaillardir, mais malgré tout, ça reste toujours sur l'aspect un peu philosophique, tu vois? Je fais pas Ouais. passer le truc, voilà. Et donc effectivement, je crois que je suis contacté sur LinkedIn par la chargée de prod, de Qui veut être mon associé qui me dit: «Ah, je sais pas si vous connaissez cette émission». Alors moi, j'avais entendu parler, j'avais pas du tout regardé la saison 1. J'avais entendu parler et surtout je savais, enfin, je pensais savoir que c'était la version française de Shark Tank, et j'ai déjà été approché par Shark Tank sur ma précédente boîte quand j'étais au CES, à Vegas en 2018, et j'avais le contrat entre les mains et je décidais de ne pas y aller parce que j'ai vu des extraits, OK. j'ai vu ce que disait le contrat et j'ai fait: «Ouh là!» Et Ouais. voilà, je Il peux y a m'attirer les anguille foudres de qui sous que ce roche. soit. Ouais, il y a anguille sous roche, Mmh. le contrat Shark Tank pour être juste candidat, hein, pour juste passer les auditions, si tu veux, qui sont quand même en conditions réelles face aux mecs, et qui sont un peu filmés pour d'autres formats. Enfin, rien que ça, dans la catégorie, tu abandonnes tout espoir d'avoir de l'API sur ce que tu fais, c'est violent, Ah c'est oui. extrêmement violent. Et donc j'avais pris pas OK. mal de temps pour le lire. Et donc du coup, quand j'ai le truc qui arrive, je fais, tu vois, je suis méfiant de base. Je me dis: «Ah d'accord» et cetera. Donc je discute un petit peu avec la chargée de prod qui je l'ai au téléphone, elle est adorable, elle est sympa. OK, c'est pas la même approche, tu vois? Parce que moi, Shark Tank m'avait foutu un papier entre les dents, il me dit: «Sinsai, met ton bracelet». Ah oui, je m'en souviens. Sur Shark Tank, ce qui m'avait bloqué, ce qui m'avait choqué et bloqué, c'est qu'en fait, quand tu signes, en fait, ils te posent même pas la question, ils te mettent un bracelet. Et là, j'ai vraiment eu l'impression d'être un animal et D'accord. d'être de la chair pour un programme télé. Et quand j'ai vu les gens qui se mettaient, je fais: «OK, c'est mort». Je m'en souviens maintenant. C'est ce OK. bracelet qui m'a De qui m'a fait phaser, quoi. Et donc de du coup, quoi bon, être refroidi, là, je sens que la chargée de prod de Qui veut être mon associé, elle m'explique un peu l'historique de l'émission et tout et tout. Et puis, bon, elle a pas l'air de vouloir me mettre un bracelet, au sens même métaphorique du terme. Et je lui dis: «Bah, j'aimerais bien voir, l'émission d'avant». Tu vois? J'ai vu 2-3 replays, mais j'aimerais bien. Donc elle m'envoie l'émission, de la saison 1. Et là, je vois que vraisemblablement, on est face à un programme qui est hyper sain. Et mmh. je le dis et je le répète parce que, il y a un aspect télé-réalité dans Qui veut être mon associé. Je suis presque sûr que j'ai pas le droit de dire ça selon mon contrat avec M6, mais je vais le dire quand même. Parce que j'ai quand même signé des petits trucs avec M6. Il y a un aspect télé-réalité, si tu veux. Il y a beaucoup de caméras, il y a pas vraiment de coulisses, dans la mesure où les coulisses sont au moins partiellement filmées. Ça veut pas dire que tu peux pas être Mmh. tranquille ou respirer, mais les coulisses, c'est des coulisses où tu as quand même un ou 2 monteurs un ou 2 cadreurs qui se baladent pour avoir des plans de coupe, des choses comme ça, et Bien sûr, cetera. bien sûr. Et il y a beaucoup de petites interviews quand tu vois le programme qui se tourne là-bas. Mais malgré tout, et je le découvre là et je le confirmerai lors du tournage, c'est un programme extrêmement sain dans lequel la priorité, est donnée en fait, au discours de l'entrepreneur face aux investisseurs. Je vais même dire quelque chose, je ne sais pas si, s'ils le disent, la prod officiellement, mais c'est un truc que j'ai vu et j'ai trouvé ça génial. C'est qu'en fait la prod n'interrompt pas une discussion entre les entrepreneurs et les investisseurs. Même si elle dure longtemps, je citerai pas qui, mais il y a un des gens qu'on a vu passer sur M6 là en janvier, la discussion a duré 2h30. Ce qui a Ah oui. détruit tout le planning de la journée. Mais Oui, en effet. on ne touche pas. C'est la discussion. Tu sens bien que le le producteur artistique, et la productrice artistique, qui sont 2 gens formidables d'ailleurs, ça les embêtait qu'ils voyaient comment, mais on ne Mmh. touche pas à la sincérité finalement, si tu veux, de l'échange entre un investisseur et un entrepreneur, et malgré le côté télé. Et donc ça, OK, je pense, enfin, ce que je pressens déjà à ce moment-là va me convaincre, d'y aller. OK. Donc il y a aucune mise en scène du tout au long de l'émission? Qu'est-ce que tu appelles mise en scène? Sur la partie échange. On Non, ne vient pas non, couper, on ne vient pas donner du script à aucun non. C'est investisseur, monté, aucun c'est c'est entrepreneur. c'est c'est évidemment monté. Bien sûr. C'est évidemment monté. Tu vois? Parce que moi, je suis passé assez vite sur scène. Je pense que j'y suis resté une
petite trentaine de minutes, quelque chose comme ça, et on en tire un segment de 10 minutes sur mon passage, et la personne dont je parle, et enfin, c'est pas que c'est un secret, c'est que je préfère pas parler d'elle si je l'ai pas prévenue avant, qui est restée 2 heures et demie, elle a aussi un segment de 10 minutes sur l'émission. Mmh, bien sûr. Ah si, je sais de qui je peux parler, par exemple, Bob, quand, en 10 minutes, il lance un programme lave-vaisselle et qu'à la fin des 10 minutes, le programme lave-vaisselle, il est fini, tu te dis bien que l'échange dure pas 10 minutes. Ouais, bien sûr, C'est bien ça. sûr. Je suis sûr si tu zoomes, tu dois pouvoir voir la durée du programme. Voilà, un peu pour donner un exemple. Donc non, c'est pas scripté du tout, du tout, du tout. Et en fait, il y a un truc qui est cool avec ça, c'est que, les investisseurs investissent leur argent. J'ai pu le confirmer après dans les arcanes un petit peu de comment c'est passé, parce que oui, spoiler, on va revenir sur l'émission, mais pour faire un petit fast forward, Anthony a investi, chez ce qu'allait devenir Live, donc chez Requiem Code à l'époque, et j'ai vu qu'il y a pas de voilà, il y a pas un truc bizarre. M6 n'est pas mentionné, par exemple, dans les contrats d'investissement. C'est leur D'accord. argent qu'ils investissent. Ce qui se passe, petite anecdote, c'est qu'il y a juste la prod qui tient compte, qui note en fait leurs propositions d'investissement pour leur rappeler d'essayer de faire attention, tu vois? Pour leur dire: «Bah, voilà», mais elle leur dit pas: «Bon, bah, aujourd'hui, vous investissez, 200 000 € et pas un centime de plus», ou à l'inverse, faut pas investir moins qu'eux. Voilà. D'accord. S'il peut y avoir une session OK. de tournage de 8 heures d'affilée, si, Jean-Pierre Nadir, il dit: «J'investis pas», tu vois? Il croise que des mecs comme moi, où il a quelque chose à dire, et ben, il fait ce qu'il veut, quoi. C'est son fric. Ouais, C'est son OK. fric. Et donc voilà, donc il y a vraiment en fait, on vient mettre de la télé dans un échange qui, bien sûr, n'est pas du tout dans des conditions classiques, malgré tout est relativement honnête. Ouais, qui reste quand même de la négociation, entrepreneur-investisseur, avec un pitch, que ça se fasse, en privé ou en fait, télévisé. Ouais, et Pour, je pense que c'est pour ça que ça s'appelle «Qui veut être mon associé?» et pas «Dragon's Den» ou «Shark Tank». C'est pas ou une traduction un peu littérale. Alors c'est vrai qu'en ouais, France, tout on à a fait, tout à fait. depuis que «Qui veut gagner des millions» existe, on avait des «Qui veut machin», «Qui veut épouser mon fils», «Qui veut machin», et cetera, donc il y a une tradition. Mais je pense vraiment que «Qui veut être mon associé?» c'est même pas «Qui veut être mon investisseur», et à mon avis, ça, c'est un truc qui est non négligeable. C'est «Qui veut être mon associé?» C'est le rapport que ça crée entre l'investisseur et l'entrepreneur est totalement différent. Ça, c'est Ouais. sûr et certain. C'est que avec qui va être mon associé, on est là pour apporter quelque chose d'autre que de l'argent, pas l'investissement à part entière où on apporte, 10 000 € à une entreprise, pour l'aider à se développer, juste avec un apport pécunier. Pour revenir, sur le début, de ton envie de participer à Qui va être mon associé, on te contacte, tu as l'impression que c'est un petit peu plus friendly que, la version américaine. D'un côté, ça reste un side project. Qu'est-ce qui te pousse à te dire: «Je vais quand même aller pitcher, Requiem Code, devant des investisseurs pour un side project»? Ouais, et puis tu bien que je suis assez discret sur le fait que c'est un side project. J'ai pas, tu vois, voilà, je reste j'ai pas envie de louper la chance. En fait, ce qui va se passer, et c'est mon critère sur pas mal de choses, et je suis désolé, ça fait un petit peu, carpe diem, tatouage infini ou autre, mais je vais devoir le dire parce que c'est vrai. En fait, je me figure juste moi dans 5 ans, si ça se passe mal, enfin, qu'est-ce que ça veut dire que ça se passe mal? Est-ce que je peux regretter que ça se soit passé? Et Mmh. je peux pas, en fait, tu vois? Et c'est mon critère, c'est: «Attends, c'est trop fun». Vraiment, vraiment, je pense l'avoir verbalisé comme ça. Je fais: «Attends, c'est trop fun. J'ai un side project, un truc un peu perché et tout et tout». C'est un truc qui mélange, mon envie de prototyper, mes connaissances entrepreneuriales, mon propre rapport à la mortalité, et j'ai un rapport souriant à tout ce qui m'emmerde de base, donc en l'occurrence à la mort aussi, et donc c'est fun, quoi. Et là, on me propose de passer sur M6 et de venir présenter le truc. Je me dis: «J'ai rien à perdre». Au pire, on me dira, «C'est affreux ce que vous faites, partez tout de suite monsieur». Je serai triste pendant 2 jours et puis je passe à autre chose. Je pourrais toujours dire: «Eh regardez, je suis allé je suis allé présenter, J'y suis allé, je ce l'ai fait. truc-là, j'y suis allé, je l'ai fait et tout et tout». Donc je pense que je mets 3-4 jours à être convaincu. Peut-être que je suis contacté, je te dis une bêtise, genre le mercredi, et je vais répondre que le lundi ou le mardi d'après. Après d'ailleurs avoir dit au téléphone à la nana: «Bah écoute, faut que je réfléchisse». Je donne un petit peu mon contexte. Je lui dis: «Voilà, aujourd'hui je suis sur 2 projets. Celui-là, il est naissant, j'en ai un qui est beaucoup plus mature». Et je me dis: «Allez, j'y vais». J'y vais, et je tente, et je vais bien v et franchement, je vais bien voir ce qui se passe. Ouais, Je vais bien tu as voir ce rien à qui se perdre. passe. J'ai absolument rien à perdre à ce moment-là, et donc je me lance dans le truc en me disant: «Bah», et puis au fond de moi, je me dis: «Bah, écoute, si quelqu'un veut investir, bah, il sera temps de bien montrer le truc». D'ailleurs, j'ai été franc avec les investisseurs, je leur ai dit où on en était. J'ai même d'ailleurs ce plan exceptionnel qui a été gardé dans une bande annonce, et je regretterai toute ma vie d'avoir fait, où je dis 0 € de chiffre d'affaires. Tu vois? Je l'ai vu ce plan. Voilà, quand je l'ai vu, j'ai fait: «Mais pourquoi j'ai fait ça?» Même Anthony m'a dit: «Mais pourquoi tu avais fait ça? Pourquoi tu as fait un geste aussi fanfaron?»
pour exprimer 0 €. Donc tu vois, donc j'ai été sincère avec ça et je me suis dit: «Bah, voilà, on tente». S'ils me disent non et cetera, bah, j'aurais présenté, j'aurais tenté, ce sera marrant. Je pourrais toujours continuer dans cette project si j'ai envie, je verrai bien. Je te dis, c'était un peu une zone de flottement, tu vois? Je savais pas trop, à qui j'allais me consacrer ou même s'il fallait que je fasse une chose encore différente et que je monte une autre boîte sur autre chose. Et voilà et donc je me dis, ouais, en gros, c'est un peu, tu vois, c'est toujours le truc, c'est, puisqu'on parle de la mort, sur mon lit de mort, est-ce que je le regretterais? Absolument pas. Je regretterais juste de ne pas l'avoir fait. Donc c'est parti. OK. Donc c'est parti, il y a le tournage de l'émission. Tu présentes donc ce qui est Requiem Code. Tu as Anthony qui va décider d'investir, chez Requiem Code. Combien avait été promis, déjà sur, qui va être mon associé? Alors, faut voir que maintenant que tu connais un petit peu, l'histoire, de Requiem Code et tout, faut bien imaginer que la valorisation d'un truc pareil. Bien sûr. Et tu vois, je sais plus comment il s'appelle, le PDG de Ledger, il a raison de le dire, qui dit: «Je n'investis pas sur des idées, même si j'ai un proto et cetera». Franchement, on va être franc, il a pas tout à fait tort de dire ça. Il voit bien que le truc est tout est démarrage et tout et tout. D'ailleurs, c'était ma grosse crainte qui était, c'est que par rapport à la saison 1, par exemple, si j'avais été dans la saison 1, j'aurais été le projet le moins mature de toute la saison. La saison 2 a donné sa chance à OK, des investisseurs un peu comme moi, donc j'étais pas seul à avoir un projet un peu jeune. Sur la saison 1, si tu regardes, en fait, la plupart des projets, ils ont quelques années, ils ont du CA, commencent à parler de sommes à 6 chiffres ou d'achievement un petit peu sympa, quoi. ouais, Mais voilà, donc Anto, il investit et du coup, voilà, moi, j'avais proposé 40 000 €. Enfin, à la base, je voulais faire 20 000 et puis on a un coach chez M6 qui nous aide un petit peu à structurer, alors le pitch, ça va, c'est un peu mon kiff, j'aime beaucoup pitcher, mais qui vient nous aider quand même à structurer le côté plus, voilà, par rapport aux investisseurs. Il a pas le droit de nous dire, mais il sait ce qui marche et ce qui marche pas. Enfin, tu vois? Il essaie de nous filer d'accord. un peu des coups de main et c'est normal. Donc, avec les niveaux d'infos qu'il peut nous donner, il essaie de nous orienter un petit peu pour maximiser nos chances de succès et les chances que l'émission soit bien, parce que ça reste de la télé, Bien il faut sûr. pas le négliger. Donc à la base, je voulais demander 20 000, pour 5. Il me dit: «Non, plutôt 40 000 pour 10, c'est une bonne proposition». Et en fait, dans Qui veut être mon associé, je sais pas dans Dragon's Den ou Shark Tank comment c'est fichu, mais en fait, on ne peut pas, enfin, si on ne réunit pas la somme totale, on ne peut pas proposer moins, en fait, tu vois? Tu peux pas avoir un invest qui dit, «Vous voulez 40 000, je vous propose 20 000». En tout cas, donc on arrive, à ce chiffre avec la personne qui me coach. Je veux dire: «Bah, je vais demander 40 000 € pour 10, en sachant qu'on ne peut pas, sur cette émission, récolter moins que ce qu'on demande. Par contre, la valorisation, elle, peut être renégociée dans tous les sens. C'est ça l'axe de négociation. Moi, j'étais un peu craintif, je dis quand même 40 000 balles, ça fait beaucoup. Enfin, en plus, à titre personnel, tu vois, j'ai pas de patrimoine. Heu, j'ai Ouais, pas de patrimoine, je suis pas très, très argenté, ma famille est pas riche et cetera. Pour moi, 40K, c'est beaucoup, mine de rien. Même avec une première entreprise dans les pattes, je veux dire, on s'en sort, mais 40K en perso, c'est beaucoup. Mais bon, il me dit: «Si, si, vas-y». Enfin, il me booste un peu, tu vois? Aram Attar, si tu nous écoutes, qui était coach, qui est une super newsletter d'ailleurs sur les VC et l'univers de la levée de fonds. Bref, donc du coup, il me pousse un petit peu à ça et je propose ça et ce qui va être finalement proposé par Anthony Bourbon, qui sent quand même un projet qui est très, très jeune et cetera. Il va me proposer quelque chose qui est, un petit peu, enfin, il va baisser la valorisation en fait au final, en me proposant 40 000 €, donc ce que je demande, pour 25 des parts de la société. Et en fait, heu, je lui ai pas dit à ce moment-là pour éviter de lâcher toutes les parts, mais ce qui est important à ce moment-là, c'est Anthony, pardon, Bourbon, il me propose d'être associé. ouais, J'ai presque envie de te dire quel que soit le prix. Parce qu'évidemment, je l'ai déjà dit d'ailleurs, par ailleurs, j'en ai fait quelque chose. Des 40 000 €, ils étaient nécessaires pour structurer la suite du projet, mais la réalité, c'est que, la présence d'Anthony au board est plus importante à ce moment-là et je ne le sais pas encore d'ailleurs. Mais la présence d'Anthony au board est plus importante, que 40 000 €. Et en fait, c'est important surtout parce que en réalité, ce petit projet avec derrière moi des grosses ambitions, va se transformer en gros projet avec les grosses ambitions qui vont avec et on va complètement dépasser Requiem Code à partir du moment où on va commencer à échanger avec Anthony. donc Anthony investit, il rentre au board. Vous échangez sur le développement de Requiem Code où il a déjà en tête, de te suggérer un pivot? Comment ça se Alors passe? comme il y avait eu des petites échauffourées pendant l'émission, c'est arrivé quelques fois, à ma connaissance, c'est arrivé 3, 4 fois sur la totalité du programme où un investisseur, suite à l'émission, vient dans les coulisses. Ça fait partie ou pas de l'émission. Par exemple, pour Bob, il y a eu, ça a été filmé
et ça a eu lieu. Tout à Pour fait. moi, c'est arrivé aussi, mais ça a été filmé, mais ça a pas été gardé au montage. Anthony vient me voir, en fait, en coulisses, après. Parce que, alors non seulement il y a eu f c'est assez particulier ce qui s'est passé puisque j'ai 4 personnes qui, en fait, viennent même pas me chercher sur le marché, en réalité. À l'exception du patron de Ledger, personne vient critiquer la maturité du projet. Ils viennent juste dire que ce que je fais est moralement discutable. Ce qui est un peu Ouais, tout à particulier fait. et je ne le découvrirai, enfin je le découvrirai, je le sais, mais je ne verrai enfin les images qu'au moment de la publication finale, donc quasiment un an plus tard. Je sais qu'il y a eu engueulade après. Engueulade. Toute proportion gardée, en tout cas, il y a échange de comment a dit Jean-Pierre Nadir quand on Échauffourée. s'est ouais, mais Jean-Pierre Nadir, il avait un très beau terme, voilà, il y a eu échange de verbes, tu vois? Mmh. Et le ton est monté un petit peu et donc je pense que, Anthony, il ressent le besoin peut-être de venir me voir et de dire: «Bah, vas-y, on va réussir à faire un truc» parce que c'est son objectif et en fait, tout de suite, il vient me voir, il me serre la paluche. On sait que ça, c'est il y a des images, mais qui n'ont pas été gardées au montage et il me dit: «Bon, on va faire un truc. On va faire un truc, Requiem Code, c'est encore trop glauque». Tu vois? On va tu sais, enfin, faut voir si tu connais un peu Anthony, c'est un mec qui raisonne en termes de marque. Mmh. C'est vraiment son kiff, la marque. C'est comme ça, c'est son ADN, c'est comme ça qu'il marche. Il dit: «On va faire un truc, Requiem Code, c'est encore trop glauque, mais je suis sûr qu'on peut faire plus large, je suis sûr que tu as plein d'idées, on va faire un truc de malade avec ça». Heu, voilà et c'est ça qu'il me dit et ce sera ma seule interaction avec Anthony sur les, 6 semaines qui suivent, puisqu'en fait, on ne les recontacte pas avant que les tournages soient finis. C'est une D'accord. demande de la OK. prod. OK. Si d'ailleurs, C'est une Anthony souhaite participer à un podcast, un jour, voilà, l'invitation est ouverte. on glisse comme ça, j'enverrai un DM. Hem, mais hem, mais heu, mais carrément. Donc En tout cas, du coup, la prod nous demande explicitement de pas les contacter. Mais quand bien même on aurait leurs adresses mail, tu vois, par hasard, on pourrait les avoir, de pas les contacter avant la fin des tournages parce qu'on veut qu'ils soient full dispo pour ça, voilà. Je sais pas si ça a été respecté par tout le monde, moi je voyais pas de raison de pas le respecter. Et du coup, mon premier contact, c'est ouais, peut-être même 2 mois après, je pense, 2 mois après le tournage. Je commence à OK. échanger avec Anthony et en fait, l'un des premiers trucs qu'il me dit, parce qu'on arrive sur ce moment-là de l'histoire, si tu veux, après qu'il me dit, c'est: «Mais, super sympa ton petit code, machin, rythme augmenté, c'est choquant» et Anto, il aime bien ce qui est choquant, hein, potentiellement, mais il dit: «Mais, tu pas plus d'ambition?» Alors là, moi, je suis là, je suis avec mes valises, je fais: «Attends, si, il y a d'autres trucs à faire, le funéraire, c'est un vrai merdier, regarde ce qu'on peut faire». J'ouvre un peu ma valise, tu vois, je déballe mon sac, sur une réunion assez longue, on a dû passer au moins 1 heure ensemble. C'était à l'époque où je trouvais que c'était normal de faire des réunions d'1 heure. Tu vois, si on passe sur un petit côté conseil business aujourd'hui, alors le podcast ça compte pas parce qu'on tourne, mais aujourd'hui mes En réunions effet. font plutôt, 15, 20, 30 minutes, voilà, mais bon. On échange, du coup je déballe, je fais: «Mais regarde, en fait la chaîne de valeur elle est pétée, les obsèques c'est super glauque, le rapport à la mort, il y a personne, enfin, athée ou religieux, personne n'a fait la paix avec». Enfin, il y a un truc de malade à faire, à la fois philosophiquement. Je garderai toujours cette composante-là, tu vois? Ça m'intéresse de me dire là, on va faire évoluer, alors l'humanité, c'est peut-être un peu présomptueux, mais au moins dans notre coin de réalité, on va faire un peu évoluer l'humanité, la société et ce que les gens pensent. Et derrière, ça, on va le faire aussi en changeant de modèle économique. Alors, Heu et donc on se dit: «Bah, voilà» et en fait, en discutant un petit peu et je crois que c'est moi qui vais sortir le nom de Life comme une vanne, je dis parce qu'il parle un peu du nom de la boîte. Je dis: «Mais en fait, il y a plein d'autres projets». Donc au début, il faut bien comprendre que le premier pivot, c'est on va faire Requiem Code, mais on va aussi faire d'autres choses. Plein de petits projets, on OK. va simplifier ceci, on va simplifier cela et les testaments et cetera. Avec l'objectif de faire des produits qui soient technologiquement sound, donc d'utiliser des nouvelles technos pour faire des trucs simples et rapides et surtout un gros aspect, visibilité, communication sur un apaisement, relatif à la mortalité. C'est en fait, ce qu'on te vend, c'est un petit produit, mais qui est surtout là pour dire que en achetant ce produit-là, tu fais aussi un pas vers, tu vois, tu fais ton Ton testament, deuil, ouais. OK. voilà, ou ton testament pour toi-même ou ton deuil et cetera, OK. tu fais un pas dans le bon sens, en fait, psychologiquement. Il y a les 2, il y a les 2 en même temps et du coup, quand on discute, il dit: «Voilà, il faudrait un truc vraiment qui soit pas mortifère, qui soit pas moribond et cetera». Je fais: «Bah, alors du coup, si on veut vraiment appeler, sur un truc qui soit pas mortifère, on appelle ça life», tu vois? Et du coup, on dit: «Ah Life, ouais, ouais, peut-être. Bah, attends, c'est impossible que ce soit déposable, à l'INPI ça. C'est pas possible d'appeler une boîte Life». «Si, si, regarde Life, point d'exclamation», tu vois? Genre Life, bam! Tu sais, il y a un petit peu un côté Youpla, quoi. C'est Ouais. genre, cette petite, étincelle comme ça et en fait, c'est un peu rigolo, bah, moi ça me travaille, je fais: «Putain, en fait, c'est vachement bien Life». Life avec des couleurs et cetera. Je commence à bosser avec une directrice artistique en plus assez vite qui, du coup va donner du sens et du contexte à ça et du coup, ben, ça c'est enfin, plus le temps est passé, plus ça s'est imposé et aujourd'hui, bah, c'est live quoi, tout simplement. Live point d'exclamation. Il y a peut-être un léger pied de nez, enfin un léger hommage à Feed Point, tu vois? Sur ce côté,
Feed. C'est la marque qui arrive, qui s'impose, qui se pose et qui dit: «Voilà, moi j'ai fait mon truc». Et chez live point d'exclamation, il y a aussi cette volonté d'utiliser la ponctuation pour, voilà, pour potentialiser le mot, lui donner une autre connotation. Et c'est pour ça que, j'y tiens beaucoup. Je garde toujours le point d'exclamation quand on parle de la marque. On évite de pas le mettre. Ça fait partie de la marque et on y tient. Promis, je le mettrai, dans le nom du Ouais. podcast. Alors, fun fact, la marque la plus connue qui a un point d'exclamation avant nous, c'est Yahoo! C'est vrai? Oui, il y a un point d'exclamation à la fin de Yahoo, y compris sur leur premier logo en 99. J'avais regardé, je voulais chercher des jurisprudences, en fait, enfin des précédents et je fais: «Ah oui, mais putain, Yahoo, en fait». Je me dis: «Bon, j'espère qu'on aura la même longévité que Yahoo, par contre, j'espère qu'on Un c'est un peu succès plus un peu agile plus qu'eux». important. Ouais, OK. Ouais, bah, ils ont juste raté, ils ont un peu raté, le vrai Le internet, coche. quoi. Ouais, tout à fait. En tout cas, voilà comment on en arrive à Life. Et en fait, après, ce qui va s'opérer ça prend un petit peu de temps quand même, peut-être plus de temps que ce que j'aurais voulu. Mais il y a le temps que ça se décante et cetera. Et en fait, parmi les projets qu'on veut mettre dans Life, parce que l'idée, c'est vraiment de faire une sorte de boîte à outils, OK, dans lequel il y a plein OK. de produits. Requiem Code, ça s'appelle Life Memory. Dedans, on fait, Life Flowers pour, fleurir la tombe avec un modèle un peu, app et tout, simplifié. On est Ouais. on est d'accord, quand tu parles d'une boîte à outils, on reste quand même sur, une composante produit uniquement? On n'est pas du tout sur du service encore? Ouais, on est complètement sur du produit. C'est-à-dire, on va développer des OK, petits produits qui portent en eux, les graines d'une certaine vision de la vie et de la mort, OK, et qui simplifient plein de démarches autour de ça. Donc déjà, en commençant à faire ça, donc il y a l'idée un peu de dire, life quelque chose, et life X, Y, Z, c'est chaque produit a son petit nom, presque sa couleur et cetera. Je commence à bosser un petit peu là-dessus, je fais des protos sur d'autres produits, je commence à bosser sur un système de rédaction de testament avec un chatbot et tout et tout. Quelqu'un d'un peu malin pourrait même trouver un prototype fonctionnel quelque part, parce que j'ai pas dû l'enlever de ligne, mais on s'en sert pas du tout. Et en fait, je me rends compte de plusieurs choses. Il existe des startups du funéraire. Ce que j'appelle aujourd'hui, la DevTech pour, les gens qui sont familiers, et le néo-funéraire parce que pour les gens qui sont un peu plus en arrière, voilà, il existe des startups du néo-funéraire, en fait. Et en fait, je me rends compte que ce qu'on veut faire a déjà été fait. Alors c'est jamais un problème ça. La concurrence, c'est jamais un problème, genre dans la mesure où aujourd'hui, c'est pas systématique pour les gens de passer par un service en ligne pour faire un testament, par exemple, ça ouais, veut dire qu'il reste encore des choses à faire. Néanmoins, je me rends compte qu'il y a déjà des initiatives et qu'il semblerait qu'il manque un autre truc. Donc voilà. Et parmi tous les petits projets, à un moment donné, mais c'est là aussi, enfin, on parlait du rôle du hasard et je pense qu'on reparlera du rôle du hasard, aujourd'hui. C'est que parmi tous les projets, entre guillemets, «par hasard», il y en a un qui est proposé, c'est, bah, ouais, une plateforme où on peut organiser ses obsèques, mais assez simplement, un peu comme Airbnb, quoi. Et c'est vraiment pensé comme un petit truc, quoi. Et en fait, plus le temps va passer, plus je vais découvrir ce qui existe déjà, plus je vais comprendre des fois, ce qui marche pas. Parce que l'avantage, en fait, aussi d'un concurrent, faut voir aussi, c'est qu'un concurrent, il t'apprend de belles choses sur ce qui marche et marche pas. Le bien concurrent, sûr. il a dépensé potentiellement 1 ou 2 millions d'euros pour faire le product market fit à ta place. C'est bien un concurrent, c'est intéressant un concurrent. Hem et par contre, c'est cette idée, alors qui à l'époque s'appelait Live Goodbye, commence à prendre de l'importance. Je dis: «Tiens, c'est marrant», parce que ça, pour le coup, c'est le truc qui n'a pas été craqué. La plateforme d'intermédiation à la je cite Airbnb vraiment par rapport à l'UX, mais à la Airbnb, sur laquelle tu peux, venir dire ce dont tu as besoin et on te trouve une pompe funèbre, on te la met entre les mains. Ça, par contre, ça n'existe pas. Il y a des annuaires qui existent, mais il faut que tu appelles, il faut que tu machin, et cetera. C'est très peu transparent, en fait. Ce qui m'a beaucoup choqué avec ce milieu, c'est l'opacité à la base. Sur les acteurs traditionnels, il y a de l'opacité. C'est pas de l'opacité volontaire, je pense. Je pense qu'elle est juste, entre guillemets, «générationnelle». C'est la même opacité qu'avaient les services en 1990. Ouais, C'est bien juste que sûr. là, on est en 2020, quoi. Ouais, il faudrait évoluer. Qu'il faudrait évoluer, et pas, une fois de plus, pas pour le plaisir de dire: «Ah, on est super digitaux, machin et cetera». Juste parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont un minimum d'attente en termes de transparence, et Dieu merci. Bien sûr. Donc voilà, donc en fait, plus le temps va passer, plus, on va se rendre compte, quand je dis «on», c'est moi et c'est aussi Anthony, qu'en réalité, le gros truc à craquer, le gros os à ronger, et qui est aussi l'endroit le plus challengeant, c'est vraiment pas le plus simple de tous les projets, qu'on avait dit, mais en fait, c'est cette intermédiation des obsèques. Donc là, on fait un 2e pivot qui est «contenu» entre guillemets dans le premier, et qui va consister juste à dire, bah, au final, on a dit life, on a dit qu'il y avait plein de branches, et en fait, dans tous les processus d'innovation, tu as toujours une phase divergente et une phase convergente. On ne le savait pas encore, mais donc il y a eu la phase divergence: «Ah, on va faire plein de trucs et cetera», et ensuite on coupe les branches qui sont inutiles. Et donc on se retrouve avec une branche, c'est-à-dire, mais en fait, c'est la plateforme d'intermédiation d'obsèques qu'il faut faire. Et pour
pas embêter avec des termes à la con. On dit: «Bah, life, c'est ça». C'est-à-dire qu'en OK. fait, des fois sur certaines coms, on va parler de life goodbye, ça n'existe pas, ça enfin, life goodbye, c'est life aujourd'hui, en fait. Il y a plus autour et notre métier principal, notre métier numéro un, c'est plateforme d'intermédiation. C'est-à-dire qu'on a des familles qui sont en attente de transparence et qui sont en train de vivre un truc pas cool parce qu'ils viennent d'avoir un décès. On a des pompes funèbres qui sont, souvent de bonne volonté. Moi, j'aime pas les discours sur: «Ah, les pompes funèbres, ils se font du fric» et cetera. C'est pas vrai. Les pompes funèbres, la quasi-totalité que je croise et vraiment le reste, c'est des exceptions, c'est des exceptions. C'est des gens de bonne volonté qui essaient de bien faire leur taf, mais structurellement, c'est pas fait pour. C'est pas bien fait pour ça. Donc on est obligé de, ça envoie des mails, ça envoie des courriers, ça s'appelle et cetera. Et ben, on aide juste les uns à rendre transparent leur devis, les autres à Mmh. rendre transparent leurs demandes et à les faire correspondre à des devis. On accompagne tout ce monde-là, plateforme-like, third party, complètement. C'est pas nous qui allons faire des obsèques. Enfin, j'ai fait ma formation, mais techniquement, c'est pas à moi de faire des obsèques. Il y a des gens, il y a des les pompes funèbres, ils savent faire des obsèques. On a juste besoin Ouais, d'aider les familles à les trouver, et à pouvoir finalement rentrer en contact avec une obsèque, et ça, c'est un truc auquel je crois beaucoup, sans relation commerciale. Tu es pas en train ouais, de te dire: «Ah, est-ce que la pompe funèbre, est-ce que le mec qui est en train de me parler, il est pas avide de fric?» finalement. Même si c'est faux, bien tu sûr. sais, le préjugé, il blesse quand même. Même s'il est faux, il potentialise négativement la relation. Et moi, je dis: «Bah non, je m'en occupe, de savoir qu'est-ce qu'il faut acheter, machin et cetera, le paiement, tout ça, je m'en occupe. Vous, pompe funèbre, vous allez juste voir cette famille, vous faites en sorte que son deuil démarre bien». C'est ça, en fait. Les Ouais, obsèques, le c'est juste une manière de démarrer un deuil. Parce que sinon, en dehors de ça, ça n'est qu'un déplacement sanitaire. C'est prendre un corps décédé et le déplacer d'un endroit A à un endroit B qui est légal et tamponné. Ouais, donc l'objectif de Live, c'est de simplifier et de réhumaniser, ce qui, peut sembler déshumanisé, au moment du deuil, cette relation, famille, et chambre funéraire en définitive. Ouais, famille, pompe funèbre, effectivement. Famille pompe En fait, funèbre. il y a un truc auquel je crois beaucoup et en fait, c'était déjà le cas dans ma première boîte, c'est que, sur ma première boîte, c'est un peu moins le cas sur Life, mais sur Immersive Therapy, on nous a un petit peu accusé de casser l'humanité du rapport entre le patient et son médecin. Et à tous ces gens-là, je répondais: «Bah, vous avez jamais eu une crise d'acouphène un samedi à 2 heures du matin parce que le médecin, il est chez lui à ce moment-là, il est pas là». Ouais, Donc bien sûr. quand on va voir les médecins, ils nous disent: «Bah, en fait, moi, j'ai ces exercices à faire faire, mais le truc, c'est que, bah, du coup, ça nous bouffe les 3 quarts de la séance». Et en fait, à travers la santé, je l'ai beaucoup vécu. En fait, j'ai importé ça un peu quand je suis arrivé dans le funéraire avec Live, de dire, en fait, la beauté du truc, c'est que certes, ça a l'air paradoxal, mais on va se servir du numérique pour réhumaniser les rapports entre les gens. On va sortir tout ce qui est embêtant, tout ce qui est chiant, tout ce qui est contractuel, tout ce qui est machin et cetera, tout ça, et on va faire en sorte que quand 2 personnes parlent, elles sont là l'une pour l'autre, OK, et dans le cadre, évidemment, ça reste un métier, hein, pompe funèbre. C'est pas des amis, il faut qu'ils fassent attention d'ailleurs à ça. Mais il y a quand même une empathie qui se met en place pour s'accompagner correctement, et on vient juste enlever tous les freins à cette empathie. Et pour moi, Mmh. c'est un peu ça la mission de Life. C'est, réaliser cette intermédiation pour permettre qu'il ne reste entre la pompe funèbre et la famille qu'un accompagnement au deuil. OK. Ce qui est hyper beau, c'est que tu as cette âme entrepreneuriale où on sent que tu as envie de t'insérer sur un marché, mais on sent dans ton discours que c'est également, une quête et que tu as réellement envie de simplifier et d'aider les familles à aller vers ce deuil et en tout cas ne pas rendre, la chose encore plus difficile qu'elle ne l'est et donc je trouve que Évidemment, c'est c'est très la beau en tout cas comme projet. C'est la bah, déjà, alors merci beaucoup. Je le pense aussi, c'est pour ça que je me lève tous les matins et que je vais bosser, gaiement. Tu sais, non, mais c'est un peu, c'est toujours la vanne, ça, c'est quand tu as des standards, quand tu as des manières de faire et quelqu'un dire: «Ah, on va tout simplifier», et en fait, il crée un standard de plus. Donc c'est vrai qu'il y a cette réflexion-là avec Live, c'est de se dire: «Attends, est-ce qu'on va pas créer un acteur de plus qui?» et cetera. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, il faut juste être lucide, se poser, regarder le marché et dire: «Est-ce que ça peut être mieux?» La réponse est oui, instantanément. Ouais, Et bien sûr. heu et donc voilà. Et d'ailleurs ça polarise un peu mon rapport à la concurrence de manière générale. Je pense que j'ai un exemple qui est beaucoup plus parlant pour le coup, sur mon ancien business sur les acouphènes, et qui montre bien, ce rapport aussi à la concurrence, surtout quand on est start-up sur des marchés émergents. C'est, j'ai un concurrent direct sur ma boîte Immersive Therapy sur les sujets, liés aux acouphènes. Vraiment, il y a pas plus direct. On a échangé un petit peu, je suis allé les voir et tout, on a discuté, et heu et en fait, on s'est rendu compte que tant qu'il restait un seul acouphénique en France qui n'était pas traité correctement, on n'était pas en concurrence. C'est-à-dire qu'en En fait, effet. je sais que c'est peut-être un peu bête de le dire comme ça, mais tant qu'il y a pas friction, tant que sur le marché, il y a des besoins qui ne sont pas encore remplis, la concurrence n'existe pas. Tout au plus, on fait le même service. Ouais. L'adversité,
Elle n'advient que quand tu commences à te battre pour les mêmes ressources. Mais en réalité, on se bat pas pour les mêmes ressources. Faut pas oublier quand tu as 2 startups qui disent: «Ah oui, mais attends, eux, ils ont 50 de part du marché et eux 50. Oui, ils ont 50 de part de leur marché, mais si tu regardes leur marché dressable, ils ont chacun 1. Voilà et en fait, c'est pareil et d'ailleurs, il y a cet état d'esprit-là est très bien compris par tous les acteurs, du néo-funéraire puisqu'en réalité, il y a vraiment cette dynamique-là, même des gens qui sont concurrents, même des concurrents, et il y a personne qui fait de la plateforme, mais il y a des gens qui ont des business models qui pourraient un peu ressembler à de la plateforme ou qui en tout cas, viendraient prendre ma chaîne de valeur ou moi je prends leur chaîne de valeur. En fait, on s'est mis d'accord, on dit: «Bon, tant que tout le monde n'est pas absolument ravi de la manière dont les obsèques se passent, de toute façon, il y a du blé, il y a du blé pour tout le monde, il y a du business pour tout le monde et il y a un marché pour tout le monde. Parce qu'évidemment et en plus, bah, là, j'y arrive, je passe de la santé où parler d'argent, c'est terrible. Je vais dans le funéraire où parler d'argent est terrible. Je pense que je vais en faire une marque de fabrique. Mais, mais voilà, pour moi, l'argent, c'est juste la marque d'un service rendu. Donc Ouais. à partir de là, c'est pas ça, mais c'est toujours un petit peu touchy. Et en parlant de concurrence, est-ce que, tu as connaissance d'autres concurrents à Life, donc le Airbnb, des obsèques, actuellement en développement ou qui existent sur un marché, étranger? Ou est-ce que, c'est le premier projet du genre? Alors, on est toujours le premier projet de son genre. J'avais lu un bouquin, je me demande si c'est pas dans Zero to One qu'il y a ça d'ailleurs, qui était super intéressant, qui te disait qu'en fait, c'est pas parce que tu es différencié et que tu n'as pas de concurrence que ton projet va marcher. C'est-à-dire, en fait, si demain tu ouvres une pizzeria dans laquelle on sert exclusivement, des pizzas à la salade, sur lesquelles on met de la glace vanille, enfin, je te dis une bêtise, tu vois? Bah, tu n'as pas de concurrence. Personne d'autre ne fait ça. Par contre, est-ce qu'il y Bien a un sûr, besoin? Voilà. pas certain non plus. Donc voilà. Donc en fait, il y a pas mal d'initiatives. Il y a pas mal d'initiatives à droite à gauche. Comme je te dis, je pense vraiment qu'on est au début, d'une grosse vague de révolution du funéraire, qui s'accompagne, voilà, enfin, ce que j'aime à dire, c'est que comme on vit différemment, on meurt différemment. Il y a juste un petit délai de 15-20 ans, comme tu vois. En fait, on est vraiment au début de la vague qu'on a mangée sur l'éducation, sur la santé et cetera. Il y a déjà 10-15 ans avec la l'EdTech et la HealthTech. Et du coup, il y a des gens qui existent et des gens qui font des boulots, formidables. Tu vois, moi, ce que j'appellerais mes concurrents directs dans la mesure où ils veulent digitaliser le parcours, même s'ils le font différemment de moi, mais c'est des gens que je respecte énormément. C'est des gens comme Advitam. Advitam, ils font, tu réserves tes obsèques en ligne et tu pars avec eux et voilà. C'est juste qu'eux, ils se voient comme une pompe funèbre. Ils essaient pas de mettre en concurrence les pompes funèbres. Donc ils D'accord. proposent leur service et je trouve ça vachement bien. Déjà, ils digitalisent. Je suis un gros libéral, donc j'ai pris une option différente, c'est de mettre les gens en concurrence et surtout de mettre les gens en transparence, on va dire. Parce que Mmh. là, une fois de plus, concurrence, faut voir ce que ça veut dire. Il y a aussi dans les plus classiques, il y a meilleure pompe funèbre. Meilleure pompe funèbre, tu leur dis: «Voilà, j'ai ce problème-là, j'ai ce besoin-là» et tout, puis ils appellent pour toi des pompes funèbres. C'est-à-dire qu'en fait, ils simplifient pour toi un truc, mais avec les outils du passé. Mais en vrai, c'est super ce Ouais. qu'ils font. Heureusement qu'il y a des gens comme ça. Par contre, aujourd'hui, voilà, il y a personne qui a dit: «Bah, attendez, modèle de plateforme, en vrai, je sais pas, c'est quand les premières grandes marketplaces? Les gros services de livraison, c'est quoi? C'est 2010? Début 2010, truc comme ça? Ouais, 2010. Après, Je pour revenir pense. sur ce que tu disais, tout à l'heure, être le premier, c'est peut-être pas toujours bon, quand tu regardes Non, Just Eat, sur, les, il me semble que c'était Just Eat. qui était avant Uber Eats, tu veux dire? Ouais, qui était avant Uber Eats et qui a été la première plateforme, dont on a entendu parler et qui, n'est pas celle dont on entend le plus parler aujourd'hui, C'est vrai, qui c'est vrai. n'existe Oui, tu plus, as il me toujours semble. cette petite phrase-là, j'aime bien où idéalement, faut pas être le premier sur son marché, faut être le dernier, un truc comme ça. Ouais, Heu, tout à fait. mais bon, après, au-delà de ça, enfin, je veux dire, on n'est pas en train de tu vois? Je me plais souvent, à réfléchir un peu à l'échelle de 5-10 ans, de la dynamique des marchés et cetera. Parce que ce qui est intéressant derrière de voir, c'est qu'on parle pas tu vois, quand on parle de Just Eat, Deliveroo, Uber Eats, on parle pas juste d'un service de livraison. On parle de quelque chose qui commence, au début, tu as le marché qui existe, tu vois? Et tu viens dire: «Bah, on va mettre par-dessus quelque chose qui le simplifie» et ensuite, en fait, tu fais converger le marché vers quelque chose de différent. Et dark kitchen, ça ne pouvait pas exister avant. Maintenant, ça Ouais, existe. en effet. Tu vois, demain, avec un service comme Live, tu pourrais imaginer des dark pompes funèbres. Il y a des gens qui n'ont pas de magasin physique. Comme ça, on s'embête pas pour la déco parce que c'est toujours bon, Mmh. personnellement, la déco difficile de faire des trucs sympas, tu vois? Et qui finalement ne fournissent que leur service en ligne en passant par un modèle comme Live. Bon, le fait est, ce que je veux dire, c'est que, avant de commencer à se dire ça et voilà, disons que je pense que malgré tout, le bon move pour moi aujourd'hui, ce n'est pas d'attendre sur mon siège jusqu'à ce qu'il y ait un concurrent qui se monte pour dire: «Bah, ça y est, je suis le 2e». Voilà, donc on va devoir essuyer les pots cassés. Par contre, moi, j'ai très, très envie, tu vois, que le modèle qu'on va déployer là en France, dans 2 ans, on puisse l'amener aux US. Parce que s'ils ont pas réussi à craquer le problème, moi, je vais réussir à le craquer et surtout si on l'a craqué en Mmh. France. Parce que même s'il y a des contraintes réglementaires, le plus gros truc à craquer, c'est pas le réglementaire, c'est l'état d'esprit des gens et aujourd'hui et Bien je vais sûr. te dire ce qui fait le sel de tout ça, les gens, ils vont déjà sur Google. Quand il y a un décès,
Ils vont déjà sur Google. Ils vont sur Google pour trouver une pompe funèbre parce qu'ils savent que ça existe. Mais s'ils n'ont jamais organisé, ils tapent, enfin, organisé enterrement. Enfin, franchement, c'est trivial, tu vois? C'est juste que c'est, des trucs, c'est moins rigolo que manger. Parce que les gens, ils aiment bien manger. Ils disent: «Ah, pizzeria et tout». Alors tout le monde est joyeux là-dessus et cetera. Donc là, ça vient avec un certain respect, mais ça n'empêche pas de fournir quelque chose d'efficace. Et tu parles d'attaquer, le marché, US, à terme peut-être. Là, Life, en termes de développement, ça en est où? C'est quand est-ce que les premiers utilisateurs pourront se servir de Life pour organiser les obsèques? Life, ça launch en, juin, le 23 et 24 juin, en fait, il y a le salon du funéraire à Toulouse. OK, Et donc on présente, la plateforme pour la première fois, officiellement, parce qu'en fait, en réalité, on va déjà voir aujourd'hui beaucoup de pompes funèbres. Enfin, surtout mon directeur commercial dont c'est le boulot d'aller vraiment battre le pavé, discuter, comprendre et cetera et commencer à signer des premiers contrats de partenariat avec les pompes funèbres puisque, bah, enfin, on marche main dans la main avec elles. C'est elles qui fournissent leurs contrats sur la plateforme, leurs devis sur la plateforme et nous, on les présente aux clients. Donc voilà, donc ça sortira 23-24 juin. Par contre, il y aura forcément un délai de 3, 4, 6 mois pour les premières obsèques organisées. Simplement parce qu'en fait, faut bien comprendre comment fonctionne une plateforme de mise en relation. Tu sais, je sais pas si tu t'es déjà posé la question, mais, quand tu es une plateforme de mise en relation, du coup, tu mets en relation des professionnels et des particuliers ou les 2, mais bon bref. C'est un peu l'œuf ou la poule, il faut bien commencer quelque part. Est-ce qu'il faut que j'ai des gens qui en soient en attente de vie d'obsèques pour que j'arrive à convaincre mes pompes funèbres de venir? Et vice versa, il faut que j'ai des devis d'obsèques pour que les clients aient envie de venir. ouais, La réalité, c'est qu'en fait, la question, question, elle est vite répondue. Alors, je sais pas si elle est vite répondue, mais la question, elle est déjà répondue. C'est qu'en fait, dans 95 du temps, donc là, je vais me permettre de faire un peu le gars qui sait. Si vous, auditeurs, vous avez un business model de plateforme, dans lequel vous mettez en relation des clients B2C avec un partenaire, et un professionnel B2B, c'est pas l'œuf ou la poule, en fait. C'est les professionnels qu'il faut aller chercher en premier. C'est la supply, en fait. C'est-à-dire, en fait, tu ouvres pas ton magasin tant qu'il y a rien sur les étals. Parce que tu vois, nous, là, je reparle vraiment de notre business. On va voir une pompe funèbre, on lui dit: «Mets ton devis en ligne, au pire, il se passe rien pendant 6 mois», elle s'en fout. Elle a compris que son intérêt, elle met le devis en ligne. Par contre, j'ai une famille qui arrive, elle me dit: «Ah, je suis dans telle ville». Je lui dis: «Ah, pas de devis pour toi». ouais, Elle dit: bien «Mais vous sûr. avez des devis où? Vous avez des devis où?» On dit: «Bah, nulle part». Bah, elle revient jamais et puis elle aura raison de dire, bah, que là, il lui a fait perdre du temps. Oui, Donc voilà et c'est la raison pour laquelle la plupart des applications de mise en relation, y compris C2C, genre Tinder ou autre, font des launches par ville. C'est parce qu'en fait, tu attends d'avoir une forme de masse critique dans un lieu avant de launch ton produit. Donc nous, on a les mêmes problématiques. pour Donc voilà, donc en éviter, fait, ouais, pour éviter donc l'aspect l déceptif en définitive, exactement, bien sûr. exactement. Donc les obsèques live, majoritairement, on en fera probablement en 2022, mais le gros coup d'envoi, ça va être toute l'année 2023. Et l'idée, c'est vraiment, si on veut vraiment parler, business, tu vois? Jusqu'à fin 2022, on valide correctement la manière dont on échange avec notre supply et en vrai, en cuisine, on commence à bricoler le B2C. On sait déjà comment faire, mais il faut trouver les bons partenaires, il faut trouver les bons fonds et cetera et 2023, ça va être, on montre sur des zones géographiques ciblées, la capacité D'accord. de launch. En gros, voilà. Tu vois, aujourd'hui, moi, j'estime qu'il faut avoir 10 des pompes funèbres d'une zone géographique et gérer 10 des décès. Et que si on arrive à montrer ça, et j'ai presque envie de te dire, quel que soit l'argent dépensé en acquisition de leads, juste on arrive à prouver ça, alors c'est bon, le modèle il est viable, et en l'occurrence pour nous ça veut dire une seconde levée de fonds, ça veut dire une série A. Oh j'oubliais, j'ai levé 40 000 euros avec René Bourbon, mais fin 2021 on a levé 1 million, hein. Ouais, Je tout à me fait, rends c'est compte que vrai, j'ai oublié de le au rappeler moment également, mais tout à fait. je me rends compte qu'au moment du second pivot en fait, au moment du second pivot, on a compris qu'il fallait des sous et que c'était convaincant, donc ça a marché. Voilà, et donc voilà. Tu comptes partir dans une optique de cash burn sur la première année? L'idée étant d'aller chercher à relever des fonds derrière pour développer un peu plus? Je suppose que tu cherches pas de la rentabilité, dès la première Non, année? on va éviter de très littéralement brûler du cash pour rien, mais effectivement, on cherche pas du tout la rentabilité. Moi, si demain j'arrive à prouver que, quand je mets 500 € sur la table, je rapporte 100 € de chiffre d'affaires, je suis fou de joie. Alors c'est complètement con. Évidemment, c'est pas ce qu'on veut à terme, mais je pense qu'il y a vraiment une différence entre heu, normalement, le product market fit, c'est pas rentable. Parce qu'en fait, tu as dépensé tellement d'argent à aller le trouver, à aller dénicher où était le bon client, le bon truc, ou alors dans le cas d'une plateforme, c'est pire parce qu'il faut que tu déniches le bon partenaire, le bon supply et la bonne demande, donc tu perds un temps fou.
heu, c'est normalement pas rentable. Et alors si vous avez un product market fit et qu'il est rentable, enfin au moment où on a trouvé ce qui faisait acheter de 2 côtés, mais alors tant mieux pour vous, allez-y foncez, faites-vous plaisir. Mais c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. L'objectif, tu vois, nous, on a un fonctionnement par OKR, tu vois, je peux partager avec toi le key result pour moi, de ma phase 2, donc de ma phase de déploiement, localisé. Enfin, j'ai même pas de key result sur la rentabilité. Je OK, veux prouver qu'on est capable de prendre 10 des PF et 10 des décès, sur un mois donné, sur une zone géographique donnée. Parce OK, que derrière, en fait, le modèle est vertueux. C'est-à-dire que quand bien même on se retrouve dans une situation où ça coûte cher au début de faire ça, dans la mesure où moi je le sais que mon UX elle est meilleur. C'est-à-dire je sais que quand j'accompagne mon client et qu'il passe moins de temps, il est moins stressé et que derrière il a trouvé, à faire des obsèques. En plus je m'adresse surtout aux gens qui organisent pour la première fois. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment aucune idée d'où aller, tu vois? Et donc je sais que je leur crée je sais que je leur crée une bonne expérience. Donc j'ai juste besoin de kickstarter le truc. Donc voilà, donc pour moi, en fait, la recherche de la rentabilité, ça se fait quand tu as compris comment tu pouvais être scalable. Pas forcément bien quand tu as sûr. fini ton scale, mais quand tu as compris comment tu pouvais être scalable, et que tu as compris comment tu pouvais être rentable, à ce moment-là, il faut le faire un petit peu en même temps pour éviter aussi de cramer de l'argent pour rien, tu vois? Ça sert à rien de mettre des coups d'épée dans l'eau. Mais ça arrive assez tard. Après, évidemment, tu vois, si demain mon ratio LTV, sur CAC, valeur à long terme sur coût d'acquisition client, il est autour de 1, c'est pas du tout quelque chose de rentable, c'est très risqué, mais c'est pas la même chose si ça me coûte littéralement 10 fois plus cher d'aller chercher mon client que ce qu'il me rapporte. Oui, très C'est-à-dire clairement. faut savoir raison garder, mais faut trouver un truc qui soit viable. Tu vois? Nous la phase 1, c'est on recherche des stratégies viables. Viable, ça veut pas dire efficace. Ça veut dire qu'on sait qu'on pourra mettre un peu d'argent dessus, que ça va commencer à nous donner des résultats. OK. À l'heure actuelle, quelles sont, les problématiques auxquelles tu fais face? Donc tu as déjà une partie des pompes funèbres, tu vas faire le launch, en juin, tu as prévu de faire, donc les premières obsèques, en 2022 ou fin 2022 en tout cas. Quelle est la grosse problématique, à laquelle tu es confronté, en avril 2022? Alors, il y a ma vraie problématique aujourd'hui qui est un truc, qui sont tous les problèmes que je suis en train de craquer en fait, qui sont métiers. Et c'est surtout ça, hein, ce que je dois craquer, c'est surtout des problématiques métiers. C'est des trucs, OK, enfin indépendamment, c'est assez trivial en fait. C'est juste que, par exemple, aujourd'hui, quand tu vas voir une pompe funèbre et que tu dis: «Bah, voilà un petit peu comment on fait», il dit: «Ah oui, mais du coup vous standardisez alors que moi je fais que des cas particuliers». Bon, tu arrives à lui faire comprendre qu'en fait 95 de ses devis, c'est, 5-6 devis types, mais il pense toujours au cas particulier. On toujours un peu dans ce cas-là, tu vois? Le «oui mais», «oui mais», «oui mais» et cetera. Voilà, donc il faut qu'on arrive à la fois, à les convaincre qu'en fait on va pas supprimer leur capacité à faire une prestation personnalisée. On n'est pas là pour. Et d'ailleurs, sur nos premières versions, on va pas essayer d'être tout pour tout le monde. Mais il faut quand même les convaincre. Parce que nous, on le sait, tu vois? On sait qu'il faut pas qu'on essaie de tout gérer. On a un produit qui fonctionne. Voilà, petit tips, faites des trucs qui fonctionnent. Je sais que moi, j'ai passé mon temps à lire des trucs sur les MVP, mais j'ai compris que très récemment que c'était vraiment nécessaire, tu vois? Donc voilà, mais bon, faut aussi en convaincre les pompes funèbres. En fait, quand on est en plateforme d'intermédiation, je pense qu'on néglige assez fortement le rôle de l'évangélisation. mmh, Parce qu'en fait, quand on fait de l'intermédiation, alors Airbnb est un mauvais exemple, par exemple, parce qu'Airbnb, ils ont créé un marché. C'est des malades, les mecs. C'est des fous. ouais, tout à fait. Ça n'existait pas. Louer son appart, ça n'existe, enfin, que de manière très, très marginale. Donc, eux, ils sont voilà, ils sont dans leur truc. Ils ont quand même dû faire de l'évangélisation. Mais en fait, souvent, tu t'adresses à des gens qui communiquent déjà, qui disent: «Bah oui, mais, en plus, regarde les obsèques. Regarde, je vais me faire l'avocat du diable. Il y a 650 000 décès par an. Il y a 650 000 obsèques par an. Donc Ouais, il y a pas de gens qui font des obsèques dans le vide et il y a mmh, pas de décès qui ont pas d'obsèques. Pas besoin de life. Tout va bien. Donc tu vois, c'est avec ce genre de raisonnement-là, où en fait tu négliges complètement l'aspect qualitatif de la chose, tu négliges ce qu'ont vécu les familles. Tu peux te dire: «Bah, en fait, la réalité, c'est que moi, j'apporte pas des décès supplémentaires ou alors il y a un gros problème avec ce que fait Life». Tu des Voilà. Non, mais tu vois, en fait, c'est marrant, c'est que des petits réflexes économiques comme ça, que tu as, assez simple, tu vois? Par exemple, moi, je lance une boîte qui fait des paires de chaussures super cool. Je vais pouvoir créer des achats chez des gens qui avaient pas prévu parce qu'ils trouvent ma marque géniale. ouais, Dans carrément. le cas des obsèques, ce qu'on appelle Alors tu peux pas rajouter des décès, c'est impossible. enfin, tu peux, mais c'est illégal. Enfin, c'est Heu, non, ouais, voilà, donc en fait, tu te retrouves confronté à ça et du coup, en face, les pompes funèbres, elles sont comme ça: «Oui, mais alors du coup, comment ça se passe?» Ils ont déjà leur relation famille et cetera et il faut leur montrer, ce qu'ils font et ce qu'ils font pas bien et ce qu'ils font mieux et cetera et après,
moi, je sais où je vais parce que je sers un but, c'est l'amélioration de la relation, enfin l'amélioration, de la vie des familles. Quand je dis les familles, enfin, tu sais, on dit les familles, ça c'est un concept, on dit les familles, les familles, les familles. Ce qu'on dit, c'est, quelqu'un qui vient de perdre son père, quelqu'un qui vient de perdre son conjoint, heu et eux, là, je veux qu'avec Life et si c'est pas Life avec ce que je fais, ils arrivent à traverser le truc mieux et c'est ça mon critère. Donc je suis pas cynique avec les pompes funèbres, mais des fois, quand il y en a qui me disent: «Ah bah, je fais déjà très bien mon travail», je fais: «OK, fais très bien ton travail». Si enfin, pour les quelques-unes qui existent, je dis: «Si tu en as rien à foutre de la qualité de ce que tu proposes, vas-y. Moi, je vais aller m'intéresser aux pompes funèbres vertueuses» et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas envie d'avoir 100 de la France sur la plateforme. J'avais même pas besoin de ça pour avoir une concurrence, ce qu'on dit, libre et non faussée, tu sais? Pour avoir de la transparence, j'ai pas besoin d'avoir 100. Il me faut 10-15 des pompes funèbres, c'est tout. Ouais, et Donc par voilà, marché. ouais, mes problématiques, c'est vraiment d'échanger avec elles et d'essayer de en fait, si tu veux, il faut que je trouve les pompes funèbres qui ont, comme nous, à cœur la qualité du travail qu'ils font et sans se mentir, bah, c'est souvent les indépendants et les artisans qui ont le plus cette fibre-là et voilà et ça, c'est enfin, c'est pas facile. Tu me demandes si c'est problématique, Mmh. ça, c'est pas facile. Ouais, OK. Ensuite, des choses assez classiques, c'est qu'en fait, c'est un marché de 2 à 3 milliards par an, dont on a pour objectif de venir prendre, une part de marché à 2 chiffres. Et même dès le début, les paiements, c'est, là aussi, une problématique, en fait. C'est-à-dire que, quand tu fais une marketplace, du coup, je m'adresse aux gens qui seraient intéressés pour faire une marketplace, un jour. En fait, tu gères de l'argent qui est pas à toi. C'est un peu Mmh. particulier, c'est pas du chiffre d'affaires. Donc en fait, tu vois, imagine demain, tu vois, Live gère 100 des décès en France, ça ne devrait pas arriver, mais imagine, tu vois? On fera un certain chiffre d'affaires, mais on te fera transiter quand même 3 milliards d'euros sur la plateforme. Tu auras du volume d'affaires, mais en définitive, ce n'est pas de l'argent qui revient directement à Life, en effet. Exactement et ça vient, d'un point de vue réglementaire, juridique et cetera avec tout un tas de trucs très, très amusants et pour ceux qui auraient en plus l'envie de se lancer dans, la santé, ou le funéraire, bon, bah, je vais vous présenter mes livres de chevet, hein. Faut pas avoir peur de la lecture, c'est des machins, c'est des trucs, c'est pas fait pour être lu rapidement, quoi. Regarde, OK. Tu lis pas tu ça l'as à entendu au micro. 23:00, le vendredi soir, tu évites? Bah, alors si, mais je m'en passerais bien, quoi. Donc non, faut avoir envie, en fait, je pense, de manière générale, j'ai tendance à penser que, il faut avoir envie de se plonger enfin, je crois pas à un modèle enfin, à moi d'avoir dès le départ des teams, avec, où on monte une boîte à 8 et les 8 ont exactement leur domaine de compétences, mais j'ai jamais vu vraiment ça fonctionner. Mmh. Enfin, j'ai jamais vu ça fonctionner au niveau des compétences et quand ça fonctionne au niveau des compétences, en général, ça ne marche pas, à l'échelle, des relations entre founders. Donc il faut quand même avoir OK. envie de se jeter dans pas mal de domaines différents et c'est vrai que, bah, passer de la santé à la réglementation funéraire, à la réglementation des marketplaces, c'est, voilà, c'est un peu rodéo. J'aimerais bien relire, L'âne trop trop à l'école, mais bon, je peux pas. En tout cas, c'est, hyper intéressant, le développement de Life. On va passer un petit peu plus, sur toi. On est sur la fin du podcast. J'ai quelques questions. Tu me Vas-y. réponds, si tu as des tips à nous donner. 1re question, quel est l'entrepreneur qui t'inspire le plus? Il est interdit de citer Anthony Bourbon, qui est donc associé. Oh, enfoiré. Qui est l'entrepreneur qui m'inspire le plus? C'est assez particulier. En fait, le truc, c'est je suis assez embêté parce que je sais ce que j'ai envie de répondre, mais c'est pour des raisons assez différentes. J'ai envie de répondre Musk, OK? J'ai envie de répondre Elon OK. Musk. Oh, Le truc, ça c'est que risque de limite ça faire m'emmerde. En fait, quelques j'ai pas débats. envie de mais j'aimerais ne pas répondre, Musk parce qu'aujourd'hui, c'est trop facile de dire: «Ah, le mec est visible, il est milliardaire et tout et tout». C'est pas ce Musk-là qui m'intéresse. Le Musk qui m'intéresse, c'est le gars qui est au début de PayPal, déjà, premièrement et c'est enfin, tant mieux pour lui, je veux dire, il est blindé de blé, il fait ce qu'il veut et cetera. Tant mieux pour lui. Hem, mais je vais quand même devoir répondre Musk pour une raison simple, c'est que, moi, je suis assez fan d'une période, heu, qui est, qui est celle, un peu après les Lumières, tu vois? Où on pouvait formuler des futurs possibles et souhaitables et parce que le monde est comme il est aujourd'hui, parce que c'est la merde, il y a de la pauvreté, il y a des inégalités, c'est pas top, tu vois? Il y a plein de trucs qui Mmh, déconnent tout à fait. et et je dis pas que ces trucs qui déconnent, je les ignore, mais à cause de ça, malheureusement, on a un peu oublié de formuler aussi des endroits où on a envie que l'humanité aille et en fait, pour moi, c'est très important d'avoir, quand on entreprend, un propos sur l'humanité. Où est-ce qu'on va collectivement? Parce que sinon, c'est trop facile. Tout le monde a le droit tout le monde peut être nihiliste. Tout ce qu'on fait ne sert à rien. Ça, je veux dire,
L'humanité: «Oui, mais on va quitter la Terre, très bien. Le système solaire, oui, mais on va quitter le système solaire». OK, tu prends les théories astrophysiques, en cours, tu regardes, il y a une mort thermique de l'univers, fut-elle dans quelques milliards d'années, tout ce qu'on fait ne sert à rien. OK? Donc à partir de là, tout ce qu'on doit définir, c'est où est-ce qu'on veut aller? Parce qu'en en fait, on a le droit de sombrer dans ce nihilisme-là, mais en fait, pour moi, c'est un nihilisme qui est libérateur. Ça veut dire qu'on fait ce qu'on veut et donc du coup, on a le droit de définir des futurs souhaitables, même si ça va mal aujourd'hui. On doit et idéalement, quand on définit un futur souhaitable, faire en sorte qu'il y ait moins d'inégalités aussi, c'est sympa, mais tu vois? Et du coup, en fait, quand, et on lui reproche, hein, quand Musk il dit: «On va aller sur Mars», c'est pas qu'il a juste envie de se taper un délire et de taper un golf sur la planète rouge. Il est en train de dire, «On a complètement oublié que l'humanité pouvait avoir des objectifs». Tu vois, moi, je suis assez versé, je suis assez fanat transhumanisme et tout, et c'est pour ces mêmes raisons-là. J'ai envie qu'on se dise: «Tiens et qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on a envie de devenir?» Puisque Mmh. tout ça n'a aucun sens, quel sens on a envie d'y donner? Et pas juste de subir le quotidien, quoi. Et effectivement, il y a forcément un rapport avec la posture entrepreneuriale. Mais voilà, donc je réponds Musk, mais pas le milliardaire qui se marre sur Twitter, même si ça me fait un peu rigoler aussi peut-être. Mais je réponds le L'entrepreneur. mec qui je réponds l'entrepreneur qui a dit: «On un projet entrepreneurial devrait garder une certaine vision de l'humanité». Tu vois, Mmh. je parle même pas de société, je parle d'humanité, donc je prends large. OK. Je m'attendais pas à mieux comme réponse. Hem, Quels sont les outils qui te servent le plus, dans ta vie d'entrepreneur de tous les jours? Ça peut passer par Notion, comme Gmail, comme Trello, peu importe, mais des outils qui t'aident à travailler, t'organiser et être efficient. Alors, histoire d'être parce qu'il y en a plein, il y en a plein, ils pourront être dit par plein de gens. Je vais être, je vais focus sur un truc qui, à mon avis, est très important. Cher auditeur, si tu es comme moi, c'est-à-dire infoutu d'organiser ton temps correctement et que tu sens que l'un des obstacles majeurs à ton entrepreneuriat et ta fibre entrepreneuriale, c'est le sérieux, la maturité, l'organisation du temps. Par pitié, fais une religion de Google Agenda ou n'importe quel agenda. En fait, c'est-à-dire que quand même un agenda papier, tu vois? Je te réponds moi maintenant aujourd'hui que l'outil le plus important de mon quotidien, même si c'est moi j'utilise Google, ça pourrait être un agenda papier, c'est-à-dire un machin qui existe depuis 3 siècles ou plus, j'en sais rien, ça doit exister depuis longtemps en fait. Très bonne Un question. putain de calendrier, un calendrier avec des dates dessus. Alors moi j'aime beaucoup Google Agenda parce que ça me permet de synchroniser mes Google Meet dessus. Donc en fait, dès que je crée, un moment, voilà, en fait, c'est avoir un agenda et s'en servir. Quand je dis que je veux faire quelque chose, je l'écris. Si je l'écris pas, c'est trop facile pour moi de commencer, puis de passer à autre chose, machin, et cetera. Donc faut prendre des rendez-vous avec les autres. Ça, c'est facile à respecter. Il faut un bon agenda, mais c'est facile. Il faut prendre des rendez-vous avec soi-même, surtout, beaucoup. Et il y a des gens qui font ça naturellement et il y a des gens comme moi, je pense beaucoup de gens qui ont un peu mon profil, pour qui c'est dur. C'est-à-dire, tu vois, je connais quand j'étais en prépa ou en école d'ingé, il y avait des gens giga rigoureux. Je serai jamais comme eux. Même aujourd'hui où j'ai fait des tas de trucs, tu vois? J'ai 2 boîtes, successful, ça se passe bien, enfin successful, Ouais, on verra, la première oui, la seconde en tout cas c'est successful dans ce que jusqu'à présent dans les challenges qu'elle s'est donné, elle a réussi et continue à avancer, mais malgré tout, je serai jamais aussi rigoureux qu'un mec comme mon copiole de quand j'étais à Centrale Supélec, qui s'appelait Sylvain, qui était un monstre de rigueur, tu vois? Je serai jamais lui. Donc en fait, faut se donner des béquilles, tu vois? Faut se donner des outils. co Et du coup, pour rentrer plus dans le tools, Calendly, par pitié, achetez, ayez Calendly? Calendly. Calendly, incroyable. OK, Incroyable. Ça m'a divisé par 10 le temps que je passe à discuter, à faire des allers-retours de mails. «Ah, je suis dispo le 10, ah non, mais pas à 13h», et cetera. ouais, Calendly, tout à fait. On s'en sert, je m'en sers également, quand je fais des phases de recrutement pour caler des créneaux, d'entretien. C'est beaucoup plus simple que de demander les dispos, aux candidats. bah, C'est tu vois, moi, suite à l'émission, j'ai eu pas mal de demandes de rendez-vous, de gens, ouais. alors des fois qui avaient des choses à me vendre et des fois qui juste voulaient échanger ou qui étaient des profils super intéressants ou des gens qui avaient une startup dans le funéraire et qui ont établi le contact via LinkedIn et en fait, moi, je me suis gardé une journée, c'est le mercredi, encore aujourd'hui, elle est bookée toutes les semaines. Le mercredi, je fais des rendez-vous de 15 minutes. J'en fais entre 8 et 10 à peu près et je découvre des gens et en fait, là, c'est un truc typiquement que c'est Calendly qui me permet de faire ça. C'est-à-dire que l'outil, il est performatif. C'est pas un outil qui vient Mmh. dire: «Aujourd'hui, tu bosses comme ça, je vais t'aider à le faire» et c'est ça fait penser un peu à Live, tu vois aussi? C'est l'outil, en fait, crée une nouvelle manière de fonctionner qui est hyper vertueuse. Je me rappelle d'ailleurs que je t'ai contacté sur LinkedIn et que tu m'avais envoyé un Calendly. On avait dû échanger un mercredi ensemble, très certainement. Mardi, mardi, mardi.
Un mardi, Si c'est un mardi. mercredi, c'est que je te si c'est mercredi, ça veut dire que déjà, j'avais senti que tu étais pas n'importe qui, tu vois? Bon, ça va alors. OK, très intéressant, ça me fait penser à la notion qu'on a abordée avec, Hugo, le cofondateur de Kimono, dans le podcast précédent où, lui nous disait que, il organisait son agenda, même en mettant ses événements perso, donc quand il allait au cinéma avec sa femme, chercher son enfant, à l'école et cetera. Donc toute sa vie, était tournée autour d'un agenda, d'un Google Agenda. Il m'a donné le tips et je le fais. Tu vois? Parce qu'il est, donc Hugo, dit publiquement, il est investisseur, chez Life. Donc on a pas mal échangé avec Hugo et je le fais aussi. Je mets des couleurs différentes. Ça me permet de voir un peu en plus, en un coup d'œil, tu vois si tu as une vie équilibrée ou pas. Ouais, Après bon voilà, enfin, on va pas se on va pas se mentir, si on parle de gestion du temps, par exemple, moi j'ai une vie équilibrée parce que je bosse tous les soirs. Je bosse tous OK, tous les soirs de 23h à 2h du matin à peu près, minimum. C'est à peu près mon classique, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Des fois je suis claqué, je dors, c'est pas un souci. Mais par contre c'est faisable, tu vois? Et puis je dors 6-7 heures par nuit, enfin c'est pas et je me tu lève pas à travailles 7 le heures, quoi. week-end? Ouais. Je Ouais, bosse je pense en fait je pense qu'il y a aussi un truc, mais c'est un peu la classique, mais ça c'est des trucs, j'ai l'impression que c'est des sujets éculés dans l'entrepreneuriat, tu vois? Mais il y oui a 2 je écoles. bosse. Ouais, il y a 2 écoles. En fait, je crée des en fait, je pense que c'est l'avantage, tu vois, d'un gars comme l'astuce là que donne Hugo et que du coup j'utilise aussi, c'est qu'en fait, quand on programme un peu, alors faut pas être complètement carré, tu vois, des fois il y a des trucs qui sortent, mais quand on essaie de programmer aussi sa vie perso ou sa vie de famille, c'est un avantage, c'est que bah, du coup on peut être un peu plus flexible que je fais un 9 to 5, un 9 to 5, faut pas déconner non plus, mais je bosse de telle heure à telle heure et puis ensuite je sors. Parce qu'en fait on peut créer des zones annexes. Et en fait moi j'ai mis pas mal de temps à jouer un peu, est-ce que je me couche tard, est-ce que je me couche tôt, machin, etc. J'ai trouvé mon rythme personnel, mais du coup, comme je l'ai trouvé, je sais qu'il existe, tu vois. C'est-à-dire Ouais, qu'aujourd'hui, moi, je suis au pieu à 22h, je commence à être un peu fatigué. Je sais que je suis dans un lit, forcément. Tu vois, je discute avec ma femme, on regarde Twitch. Enfin, c'est un peu notre rituel à vous, quoi. On va trouver des trucs qu'on aime bien mater et tout. Bah, je sais qu'à 23h, maintenant, c'est facile pour moi de sortir du lit, d'aller bosser 3-4 heures. Et en plus, je suis tellement content parce que je fais que les trucs à la con la nuit. Je fais des trucs à la OK, con la nuit, comme ça, le lendemain matin, tu vois, avec mon café et mes yeux comme ça, je suis en mode ah, je fais que des trucs sympas, tu vois. Donc OK. faut aussi avoir cette réaction-là. Donc oui, le week-end, je pense que je bosse au moins. Je pense que de base, même en vacances, tu vois, je bossais. Une vacance où je décroche bien, c'est une vacance où je fais moins de 3 heures par jour. OK. OK. Bon après je pense que ça dépend aussi des périodes et des moments Ça, où tu en es dans ça ton dé- business, c'est qu'il y a des moments où tu peux ça décrocher dépend et des d'autres gens. non. Ça dépend des gens, tu vois. Nous, tu demandais quels étaient les défis de life. En fait, j'ai oublié presque le défi de tous les défis. C'est la vitesse. Ce qu'on fait là actuellement, tous les jours, je me dis putain, on va se faire doubler par la droite. Alors, on l'a dit, ce serait pas si dramatique que ça, mais on va se faire doubler, on va se faire doubler. Il faut qu'on. Chaque fois, je me dis comment je peux aller un peu plus vite, comment je peux aller un Ouais. peu plus vite, quoi. Et alors, c'est pas forcément en bossant plus, hein. Par contre, il faut quand même prendre le temps de se poser la question comment je vais aller vite. Je rappelle que quand on passe 1 heure à voir comment en économiser 5, c'est 1 heure bien dépensée. Ouais, tout à fait, tout à fait. On n'est pas obligé de faire de l'opérationnel pour que ça soit du temps, Non, bien on n'est pas utilisé. obligé. En fait, On on est n'est pas d'accord. obligé de remplir parce que sinon, enfin, si j'optimisais pas, il faudrait que je bosse 24 heures par jour, j'aurais pas de vie de famille, j'aurais pas de vie tout court. Et tu Et aurais ça, très c'est pas OK. certainement arrêté. Faut et j'aurais arrêté, ah oui, je serais devenu un de mes clients. C'est une belle répartie. Et dernière question, si tu avais un seul conseil à donner à quelqu'un qui nous écoute, qui, entreprend ou qui en est au début de son projet, quel est le conseil qu'on t'a donné qui était le plus pertinent et que tu pourrais partager aujourd'hui? Ah, il y en a trop, il y a trop de il y a trop de trucs, hem, ouais, Tu peux en tu donner tu 2 exceptionnellement. non, mais il y en a au moins 7. Non, non, mais je pense que s'il y en a un seul, vraiment, si tu vois, s'il y en a un qui et en plus que je trouve, malheureusement assez mal compris la plupart du temps. Je vais essayer d'être utile, en plus d'en donner un, tu vois? Parlez de ce que vous faites, tout le temps, partout autour de vous. Parlez vraiment de ce que vous faites. Enfin, c'est un peu, dites ce que vous faites et faites ce que vous dites. Ce que vous dites d'ailleurs, Ce hein, que vous quand on dites. y est. Ah ouais, tu vois? Je vois beaucoup de gens qui sont, fascinés par les idées.
Tu vois? Pour moi, alors je vais donner une punchline que j'aimerais garder pour un article, mais je te la donne et je la donne aux auditeurs aujourd'hui. Pour moi, l'idée, c'est la dick pic de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que personne n'en veut, ça sert pas à grand chose et dans le rapport final, de toute façon, on est déçu. Ça sera Voilà. le titre du podcast ou de mon post LinkedIn pour le podcast. Écoute, non mais vas-y, prends et j'en suis convaincu. C'est-à-dire en fait, souvent au début et en fait, je critique pas, j'étais pareil. Au début, on est fasciné par l'idée. Et en fait, ensuite, on se dit: «Ah, en fait, c'est moitié idée, moitié exécution». Et en fait, on se rend compte assez rapidement que c'est genre 5 ou 10. Enfin, si on devait mettre des pourcentages, 5 ou Mmh. 10 d'idées, 95 d'exéc. Et du coup, malgré tout, au début, on a un peu que ça. On a son idée, on la chérit, tu vois? On la travaille, on est dans le truc, on en et et possiblement, on se dit: «Bah, j'en parle pas parce que j'ai pas envie qu'on me pique l'idée» et à tous ces gens-là, j'ai des gens des fois qui notamment, tu vois, suite à l'émission, qui sont venus me voir avec, «Ah, tu peux m'aider?» et tout. Je les prends en call 15-20 minutes comme j'ai fait avec toi aussi, avant que tu m'expliques, pour m'expliquer ce que tu faisais et tout. Et donc, bah, voilà, j'ai quelques conseils à donner et souvent ils sont en mode: «Ah, j'ai un truc, mais je suis un peu embêté pour donner l'idée, j'ai pas envie qu'on me la pique». Je fais: «Alors déjà, mais regarde-moi, tu crois que j'ai que ça à foutre? Je me lève le matin, je vais m'occuper de Life, j'ai une autre boîte avant qui me prend un petit peu de temps, même si très peu et tout. Voilà, tu lui dis: «Est-ce que toi, tu as déjà quelqu'un qui t'a dit un truc et tu t'es dit: «Je vais lui piquer l'idée»?» Non, ça n'arrive pas, ça n'existe pas ce truc-là. Et en fait, tout ça, ça vient d'un rapport, un peu pathologique avec la notion d'idée, puisqu'en fait, on pense que c'est ça qui est important. Du coup, je dis la plupart Mmh. du temps à ces gens, je dis: «Écoute, on est en 2022, ton idée là, elle a déjà été eue, je pense une dizaine de fois depuis le début de l'année». Tu vois? Mmh. On est voilà, je pense que, dans le monde, là, il y a régulièrement des gens qui ont l'idée. C'est quoi la différence? C'est de faire des trucs. Et donc du coup, ça, tu vois, finalement, je fais 2 conseils. Ces 2 conseils combinés, c'est un, parlez de vos idées. Pitié, gardez-les pas derrière. Et 2, en fait, parce qu'en fait, le réel, en fait, quand tu fais un projet entrepreneurial, tu veux créer quelque chose, qui est une sorte d'édifice intellectuel qui va interagir avec le monde réel. Et plus tu retardes ce moment où ton édifice intellectuel, il va interagir avec le monde réel, plus ton machin, même si l'idée était bonne au début, plus tu vas commencer à la créer en silo, en tunnel, et cetera. Donc parlez de vos idées. Les gens qui piquent les idées, ça n'existe pas. OK, et sauf si vous êtes, un grand constructeur automobile et que vous venez de développer un nouveau moteur, mais la plupart du temps, c'est des faut pas déconner, depuis, 10-20 ans, les grosses, innovations, c'est des innovations d'usage. Donc voilà, faites des trucs, tu vois? Tu penses, enfin, il y a un, tiens, si je pouvais finir sur une maxime que j'aime beaucoup, c'est, «Better done than perfect». Mieux vaut que ce Mmh. soit fait plutôt que ce soit parfait. Parce que sous-entendu, si vous visez la perfection, vous n'allez jamais le faire. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup, beaucoup touché, qui a ralenti beaucoup de mes projets. Faites les trucs, si c'est foireux, shippez-le, sortez-le, ayez des retours. Et quand on vous fait un retour et vous dites: «Oui, je sais que c'est imparfait», passez pas votre temps à dire aux gens, à vous justifier: «Ah oui, mais je le ferai plus tard», et cetera. Fermez-la, écoutez les conseils qu'on vous donne, améliorez, reshippez et continuez, continuez, continuez. Vraiment, ce qui est fascinant, c'est que je pense que c'est dit par tout le monde dans toutes les conférences d'entrepreneuriat, mais c'est fait vraiment par peu de gens Ouais, et il faut le faire. ouais, Voilà, je finirai là-dessus. parfait. Merci Lilian pour tous ces conseils. Merci d'avoir participé au podcast. Je pense que tu as aidé, plusieurs personnes et en tout cas l'histoire de Life est incroyable et on continuera à suivre, dès le lancement. Super, bah, en tout cas, merci beaucoup. Très sympa, d'échanger avec toi, Victor, même si bon, d'échange, tu m'as posé des questions et ensuite j'ai raconter tout ce que j'avais à raconter, mais c'était en tout cas, très, très sympa et puis, bah, au plaisir. J'espère que ça pourra, montrer à certains que, il y a pas qu'un seul parcours pour l'entrepreneuriat de toute façon. Enfin, je pense qu'on le voit à travers les podcasts, que tu fais aussi, c'est que tu dois pas avoir 2 entrepreneurs pareils et vous aussi, vous serez pas exactement pareil, même si des fois, moi j'ai écouté des podcasts, j'étais super fan, j'ai dit: «Ah, c'est génial, je vais faire pareil», puis non, tu fais pas vraiment pareil. Mais c'est pas grave, tant qu'on fait des trucs, Le il faut qu'on le s'amuse. tout, c'est de trouver sa façon d'entreprendre. Exactement.